La première chose que j'ai faite après ma renaissance, ça a été de détacher une plaque d'acier du porte-avions avec un marteau. Puis, au risque de me trancher la gorge, je l'ai avalé sans la moindre hésitation. Parce que dans une demi-heure, une pluie de sang s'abattra, et plus de 70% des êtres vivants sur la planète se transformeront en monstres terrifiants. Et dans ma vie antérieure, bien que j'ai éveillé le talent de dévoration ultime, capable d'absorber n'importe quoi possédant des barres de talent, je n'ai même pas eu le temps de l'utiliser avant d'être tué par une horde de monstres. Aujourd'hui, après ma renaissance, je découvre que mon talent de dévoration est toujours là. J'ai donc immédiatement décidé de trouver quelque chose avec de puissantes barres de talent à dévorer. Cette fois, je prendrai de l'avance sur tout le monde. Après avoir jeté un œil aux alentours, je dois dire que la chose accessible avec le plus de barres de talent en ce moment, c'est sans aucun doute ce porte-avions sous mes yeux, le Tonji, le porte-avions à propulsion nucléaire de 4e génération du pays du Dragon. Non seulement il déplace plus de 150 000 tonnes, mais il est aussi équipé d'un système d'énergie à fusion nucléaire contrôlé, ainsi que de toutes sortes d'armements avancés. Une véritable arme stratégique pour le pays. Je n'ose même pas imaginer le nombre de barres de talent qu'il possède. Alors, profitant du peu de monde autour, j'ai ramassé une hache d'incendie par terre. Et j'ai immédiatement commencé à frapper la paroi intérieure du porte-avions. J'ai frappé 2 fois. Ce n'est que lorsque j'ai levé la hache pour la 3e fois que les autres ont enfin réagi. Et, qu'est-ce que tu fais? En moins de 2 secondes, j'ai été plaqué au sol. Maîtrisez-le. Qu'est-ce qui lui prend? Allez prévenir l'instructeur. Voyez s'il n'est pas resté trop longtemps en mer. Et s'il n'a pas développé un problème psychologique. Quelques soldats de la marine n'ont pas pris mon geste trop au sérieux. Après tout, l'acier spécial utilisé pour construire le porte-avions est extrêmement dur. Il est absolument impossible de causer des dégâts significatifs avec une simple hache d'incendie. Ils ont simplement supposé que je souffrais d'un trouble psychologique. C'est un problème qui arrive souvent aux marins qui passent de longues années en mer. La lame affûtée de la hache d'incendie était complètement émoussée. Et sur la cloison, il n'y avait que quelques égratignures de quelques millimètres de profondeur. Mais mes yeux se sont illuminés. Un fragment du porte-avions, de la taille d'un grain de soja, gisait sur le sol. Il a attiré mon attention. Sans me soucier de la saleté, sous les yeux écarquillés des autres, j'ai passé ma langue sur le sol. J'ai récupéré le fragment et, d'un coup, je l'ai avalé. Oh non! Arrêtez-le vite! Ouvrez-lui la bouche. À l'infirmerie. Emmenez-le à l'infirmerie. Sinon, ce truc va lui lacérer l'ésophage et l'estomac. Il va mourir. Mon action a finalement semé une légère panique parmi ces marins. Le morceau d'acier irrégulier est descendu dans ma gorge. Au début, c'était vraiment coupant. J'ai senti une douleur vive de mon cou jusqu'à mon ventre. Comme il l'avait dit, mon ésophage semblait s'être déchiré. La douleur était brûlante, mais je n'étais pas inquiet. Car le talent de dévoration ultime avait déjà commencé à faire effet. Dans mon esprit, j'ai vu apparaître une nouvelle et longue liste de barres de talent. Dévoration du porte-avions réussi. Obtention de la barre de talent, corps d'acier. Niveau 9. Énergie nucléaire, niveau 8. Brise-lame, niveau 8. Behemoth de guerre, niveau 9. Arme stratégique, niveau 9. Force divine, niveau 10. Force divine, niveau 9. Une série de barres de talent, grandes et petites, en nombre incalculable. Elle est apparue sur moi. Surtout le corps d'acier LV9. Dès l'apparition de cette bande magnétique, la douleur dans mon estomac a cessé net. Avec un corps d'acier de niveau 9, ce n'est même plus la peine de parler d'acier spécial. Je pourrais avaler un missile tout cru s'envoler en éclats. Je sens une puissance incroyable envahir mon corps. J'ai l'impression que je pourrais renverser un porte-avions à moi tout seul. D'une légère secousse, plusieurs marins d'élite n'ont eu aucune chance face à ma puissance divine de niveau 9. Je me suis libéré de leur emprise. La mutation globale commence dans quelques minutes. Je dois monter sur le pont, et vite. Je me souviens très clairement qu'au tout début de la mutation, ce groupe aéronaval, le Tonji, a rencontré une baleine à bosse mutante et a subi son premier coup dur en mer. Cette fois, c'est moi qui vais m'occuper de cette bête mutante. J'ai jeté un œil aux soldats qui m'entouraient. Même si c'est contre le règlement, et même dangereux, je n'ai pas le temps de leur expliquer. D'un bond, je les ai dépassés et j'ai sprinté en direction du pont d'envol. J'ai encore tant à faire. À situation désespérée, mesure désespérée. Très vite, j'ai forcé le passage jusqu'au pont d'envol du porte-avions. La vitesse de croisière du porte-avions n'est pas si élevée en mer, seulement une trentaine de nœuds, soit un peu plus de 60 km/h. Ça ne m'a pas rapporté de bande magnétique de talent liée à la vitesse. Mais peu importe. Arrivé sur le pont,
j'ai couru droit vers un appareil stationné sur l'aire de parking. Un chasseur furtif, dernier cri de Longo. Les soldats qui me suivaient ont vu ma direction. Ils ont été saisis de stupeur. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête-toi ou je tire. Après plusieurs avertissements, le soldat a sorti son arme et a visé mes jambes et mes bras. Pan. Pan. 2 coups de feu. 2 balles réelles ont atteint précisément mon mollet. Le soldat qui a tiré rengainait son arme, s'apprêtant à me maîtriser, mais ce qui l'a fait écarquiller les yeux, c'est que mes vêtements avaient juste 2 gros trous, mais mon mollet n'avait pas la moindre égratignure. Il n'y avait même pas une marque blanche à l'impact des balles. Comment est-ce possible? Même pour un soldat au mental d'acier, il n'a pas pu s'empêcher de rester figé un instant. Mais il ne pouvait pas me laisser approcher de l'avion militaire comme ça. D'autres balles se sont abattues sur moi. Mais elles n'avaient toujours aucun effet, à part provoquer quelques étincelles de temps en temps. Elles n'avaient absolument aucun effet. Le corps d'acier de niveau 9 me permettait de ne même pas avoir à me défendre contre ce genre d'attaque. J'ai avancé en encaissant les tirs. J'ai couru jusqu'au chasseur furtif le plus proche, sous les regards horrifiés des autres. J'en ai arraché un coin de force, puis j'ai continué à tirer dessus. Finalement, j'ai arraché un morceau de l'avion assez petit pour le mettre dans ma bouche. Et je l'ai avalé tout cru. Assimilation. Assimilation du chasseur furtif réussi. Bande de talent obtenue, vitesse divine LV11. Furtivité multi-bouclier LV10, vol LV10. Une autre longue série de bandes de talent est apparue dans ma perception. Le chasseur furtif avait moins de bandes de talent que le porte-avions Tonji. Parmi elles, beaucoup de bandes de talent étaient des doublons. Les bandes identiques se sont assimilées les unes les autres. Les bandes de niveau supérieur ont assimilé les bandes de talent de niveau inférieur, augmentant ainsi l'expérience et le niveau des bandes. Même si le chasseur furtif avait moins de bandes de talent, il possédait le talent de plus haut niveau pour l'instant, la vitesse divine, et il m'a aussi directement donné la capacité de voler. J'ai fait un petit essai, et c'était comme un instinct. Mes pieds ont quitté le sol et je me suis immobilisé en lévitation. D'un simple mouvement, j'ai bondi à plus de 1000 mètres. Au loin. Le chasseur de 6e génération est demi-hypersonique de Longo. Sa vitesse a déjà atteint le chiffre stupéfiant de Mach 42. Les autres ne sont que de pâles copies. Ma silhouette s'est évanouie, ne laissant derrière elle que le fracas de plusieurs bangs supersoniques. Volant au-dessus de la mer, je regarde en piqué le groupe aéronaval. Je cherche ma prochaine cible. Ce sera toi. Le navire de reconnaissance électronique Tianwang. J'ai choisi ma cible. Je demande l'autorisation de plonger droit sur lui. Le navire de reconnaissance électronique Tianwang. C'est la dernière génération de navires de reconnaissance électronique de la nation du Dragon, capable de détecter et de brouiller. Le plus dingue, c'est qu'il peut même forcer l'accès aux signaux électroniques des autres pays. Pour sa première sortie, ce navire de reconnaissance électronique Tianwang a forcé le quartier général des manœuvres conjointes britanniques à diffuser Bunny Bears pendant 3 heures d'affilée. De tels exploits ont semé la peur et le respect parmi les autres nations, c'est indéniable. Mais aussi puissant soit-il, le navire de reconnaissance électronique Tianwang de la nation du Dragon reste redoutable. Même avec mes multiples bandes de talent de camouflage et de furtivité, j'ai quand même été repéré par le navire Tianwang. Le réseau de radars à balayage électronique a réussi à me détecter. Mais un avion furtif apparaît sur un radar avec la taille d'un grand oiseau. Proportionnellement, la taille que je renvoie sur le radar de détection est à peine celle d'une demi-fève de soja. Normalement, une telle donnée serait ignorée. Même les soldats rigoureux de la nation du Dragon se demandent en ce moment si le signal apparu sur le radar est une erreur ou autre chose. Mais ce court instant m'a suffi pour m'approcher et atterrir sur ce navire de reconnaissance électronique. De mes mains, j'ai arraché un morceau de la coque du navire. Puis je l'ai porté à ma bouche. Pour devenir plus fort, il faut continuer à manger. Dévoration du navire de reconnaissance électronique Tianwang réussi. Bande de talent obtenue. Reconnaissance NV11, intrusion d'information NV9. En plus des bandes de talent en double, j'ai obtenu 2 nouvelles bandes de talent importantes. Surtout celle de reconnaissance. C'est une bande que je peux utiliser immédiatement. Recherche. C'est grâce à elle que je vais localiser la baleine à bosse mutante qui est sur le point d'émerger du fond de l'océan. Je lève la tête vers le ciel. Je ne sais pas depuis quand, mais il est couvert de nuages rouges. La mutation globale a déjà commencé. Si cette mutation n'était pas imminente, j'aurais vraiment voulu dévorer ce groupe aéronaval en entier. Mais la mutation globale transformera 70 à 80% des créatures de ce monde en monstres. Surtout cette baleine à bosse mutante qui est sur le point d'apparaître. Détection. Mon esprit s'active. À partir de ma position, tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres entre dans ma perception.
J'ai vite trouvé la créature mutante géante que je cherchais. Ou plutôt, tout le monde l'a senti, car le niveau de la mer est en train de monter de façon spectaculaire. Une ombre gigantesque est déjà visible à l'œil nu sous la surface. La baleine à bosse, ou plutôt, il faudrait maintenant l'appeler par son autre nom, celui d'après sa mutation, le Jukun. Après sa mutation, sa taille est devenue encore plus colossale. Il semblait même plus grand que le porte-avions Tonji et ses 150 000 tonnes de déplacement. Il est encore plus grand. Son ombre sombre et massive nage dans les profondeurs juste en dessous du porte-avions Tonji, et remonte rapidement. On dirait qu'il va, comme la fois avant ma résurrection, infliger d'énormes dégâts au porte-avions Tonji. La flotte du porte-avions a manifestement aussi remarqué la situation. Depuis le ciel, je peux voir. Le porte-avions Tonjiao est en train de changer de cap, tandis que les autres frégates lancent des salves de torpilles depuis leurs flancs. Les silos de missiles des frégates sont également parés au lancement. Tout le monde est prêt pour le combat. Mais les torpilles de haute mer, sur lesquelles reposait tant d'espoir, n'ont pas réussi à infliger au Shukun sous-marin de dégâts significatifs. Bien que du sang soit visible sous l'eau, la structure corporelle du Shukun est différente de celle d'un navire. Un navire a une coque extérieure et est creux à l'intérieur. Si la rigidité du matériau est insuffisante, si le blindage n'est pas assez épais, il peut être percé et déchiré par une torpille. L'inondation des compartiments suffit à immobiliser ou même à faire chavirer un navire de guerre en acier. Mais pas le Shukun. Pour lui, les attaques de torpilles sont douloureuses, mais des dégâts de cette ampleur à sa chair ne sont pas mortels. On ne peut même pas parler de blessures graves. En revanche, cela a rendu le Shukun furieux, réveillant sa nature féroce. Son corps s'agite sous la surface de l'eau, et d'un coup de queue, il a directement soulevé à la surface de la mer une vague haute de plusieurs dizaines de mètres. Un simple retournement et un coup de queue. Le mouvement du Shukun a une telle puissance. La vague géante déferle. Le porte-avions Tonjiao, avec sa hauteur de plus de 80 mètres, parvient encore à tenir bon malgré les secousses. Mais alors que la vague déferle au loin, les autres destroyers et frégates de 10 000 tonnes sont tout de même repoussés. À ce moment-là, plus personne ne fait attention à moi, ni où je suis allé. C'est un moment critique pour la survie de la flotte. Le commandant, dans la passerelle de commandement du porte-avions, s'agrippe fermement à son bureau depuis son siège, pour ne pas tomber à cause des secousses, tout en écoutant continuellement les suggestions de son état-major. Mais face à l'immense Shukun sous-marin, ils sont un peu désemparés. Les navires de guerre ont très peu de moyens d'attaque contre des cibles sous-marines. Sur les écrans radars, la silhouette du Shukun se rapproche de plus en plus du Tonjiao. Le commandant du porte-avions sait qu'il ne peut plus attendre. Il jette le stylo qu'il tenait sur la table, et donne l'ordre que toutes les autres frégates ouvrent le feu avec leurs missiles. Lancer un tir de barrage pour une couverture de feu. Mais avant que l'ordre ne puisse être transmis, l'officier de transmission est arrêté par les membres de l'état-major. Commandant, non. On ne peut pas faire ça. Si ces centaines de missiles sont tirés, l'explosion sous-marine à si courte distance va provoquer un tsunami d'une hauteur inimaginable. Ça suffirait à faire chavirer toute notre flotte, crient plusieurs membres de l'état-major. Leurs cris ont finalement stoppé l'ordre du commandant. Il est vrai que, par le passé, leur cible se trouvait toujours très loin, parfois même à des milliers de kilomètres. Ils n'avaient jamais eu à se soucier de ce genre de problème. Mais maintenant, le monstre est juste sous leurs pieds. Le point d'impact est bien trop proche. L'onde de choc frapperait de plein fouet notre propre groupe aéronaval. Si la distance était suffisante, le Tonjiao n'aurait rien à craindre. Mais le Shukun s'est approché beaucoup trop près. Le commandant tapote nerveusement la table avec ses doigts et dit, impuissant, continuez les tirs de canon de faible intensité. Moteur du porte-avions à pleine puissance. Essayez de le semer. Pourra-t-on semer ce Shukun imprévisible? Même le commandant n'en est pas sûr. En raison de leur conception, la vitesse d'un porte-avions est généralement d'environ 30 nœuds, soit près de 60 km/h. Le Tonjiao, étant à propulsion nucléaire, est un peu plus rapide, mais pas de beaucoup. La vitesse d'une baleine ordinaire est à peu près la même. Il faut espérer que les missiles et les torpilles tirées parviendront à le ralentir un peu. Mais avant même que l'état-major ait pu procéder à une analyse détaillée des données, le cri d'alarme d'un opérateur retentit dans les écouteurs, « Attention ! La vitesse du monstre a subitement augmenté, fonçant droit sur le navire. Que faire? On va le laisser nous percuter comme ça ?» Le commandant écarquilla les yeux. La coque robuste du porte-avions supporterait-elle la collision? Mais le choc ne vint jamais. Shukun semblait s'être immobilisé dans les profondeurs, à environ 150 mètres sous le porte-avions. Que se passe-t-il?
Le commandant était perplexe. Puis il entendit quelqu'un crier « Commandant ! Regardez vite !» Un opérateur, sans se soucier du protocole, a immédiatement transféré ce qu'il voyait sur l'écran de son terminal. Et là, sur la tête du monstre, semblable à une montagne grise, un homme le bloquait de toutes ses forces. Même le commandant, pourtant le plus calme de tous, n'a pu s'empêcher de se frotter les yeux, pour s'assurer qu'il ne voyait pas double. C'était bien un homme. Ou plutôt, un monstre. À cet instant, j'étais. Mon apparence avait radicalement changé. Cheveux gris, peau de bronze argenté, et 2 immenses ailes d'acier déployées dans mon dos. Mon talent, bande magnétique, a provoqué la transformation de certaines de mes caractéristiques physiques, les rapprochant de celles de ses créations mécaniques. Je bloquais la tête de Shukun de toutes mes forces, stoppant net sa remontée. La force affluait dans mes bras. Je repoussai de force la tête de Shukun, aussi massive qu'une colline. Shukun poussa un rugissement de fureur. Sur son corps grisâtre, des motifs bleu foncé se mirent à apparaître, particulièrement visibles au niveau de sa queue. Shukun avait de toute évidence activé un pouvoir surnaturel, doublant presque sa force. En plus de conférer au monstre une taille et une force colossales. Cela leur octroyait aussi des talents et des pouvoirs surnaturels. Dans la salle de commandement, le commandant et son état-major observaient la scène, les yeux écarquillés. La silhouette fantomatique d'un autre porte-avions est apparue dans mon dos, plongeant en diagonale pour percuter de plein fouet la tête de Shukun. Elle s'est écrasée contre lui. Simultanément, une lueur bleue fantomatique enveloppa la silhouette du porte-avions, m'alimentant d'un flux de puissance inépuisable. Avec une force implacable, j'ai maîtrisé Shukun qui tentait de se déchaîner, et je l'ai repoussé vers les profondeurs. L'immense porte-avions spectral s'est abattu sur sa tête. La proue du navire contenait une puissance phénoménale, bien plus qu'une simple collision. Mon corps d'acier n'a rien à envier à la chair et au sang. L'océan autour de nous était déjà rougi par le sang de Shukun. J'ai encaissé de plein fouet la contre-attaque de Shukun et les repoussé de plusieurs centaines de mètres vers le fond. À l'endroit de l'impact avec la proue, on pouvait voir l'os noirci du crâne de Shukun. Il était couvert de fissures, sans parler de son crâne qui était complètement fendu. Ses mouvements sont devenus lents et confus, et c'est à ce moment précis que j'ai filé sous son ventre et lui ai envoyé un coup de poing surpuissant dans l'abdomen. Soudain, à la poupe du porte-avions spectral, 2 énormes réacteurs sont apparus. De chaque côté de la silhouette du navire, se sont déployés d'immenses ailes d'acier, plus longues que sa coque, qui, combinées à la puissance surhumaine du porte-avions. Les flots se sont écartés, formant un gouffre de plusieurs centaines de mètres de large. Soulevant le corps titanesque de Shukun, j'ai jailli hors de l'eau. Commandant, mais qu'est-ce que je vois? Le porte-avions Tonji, il vole. Mon Dieu! Sur les ponts des frégates et des croiseurs, tous les soldats ont assisté à une scène qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie. Le porte-avions Tonji avait décollé. Il a projeté cet énorme monstre à plusieurs milliers de mètres dans le ciel. Il leur a fallu un bon moment avant de comprendre. Putain, mais ce n'est pas notre unité. Notre porte-avions est toujours sur la mer. Qu'est-ce que c'était que ce monstre? Mis à part les équipements de surveillance visuelle. Sur l'écran radar, on voyait clairement 3 objets géants là-bas. Celui à la surface de la mer était bien leur porte-avions, l'unité. Tandis que celui dans les airs était une entité inconnue. Moi, je projetais ce monstre encore plus haut. 1000 mètres, 3000 mètres, 6000 mètres, 9000 mètres, 10 000 mètres. Shukun, ayant repris ses esprits, voulait se débattre, mais il était évident qu'une fois loin de la mer, ses capacités et sa force étaient considérablement affaiblies. Il était cloué sur place, incapable de se libérer. Les commandants à bord de chaque navire géant attendaient tous l'ordre de l'amiral du vaisseau mère. Une altitude de plus de 10 000 mètres. Ils savaient tous que c'était une distance de sécurité très confortable. C'était l'occasion parfaite pour lancer les missiles et déclencher l'attaque. Amiral, donnez l'ordre. Les torpilles lancées précédemment avaient déjà réussi à infliger des blessures externes à ce Shukun. Si tous les navires lançaient une attaque de feu concentrée, l'officier d'état-major n'avait pas besoin de faire l'analyse. Ils avaient une chance d'éliminer ce monstre. Non, attendez encore un peu. La personne qui nous a aidés est toujours en dessous de ce monstre. Quelqu'un exprima son désaccord. Même si cet étrange individu semble nous avoir aidés, nous ne pouvons pas être certains s'il est ami ou ennemi. L'amiral fit un geste de la main, mettant fin à l'argumentation de son subordonné. Notre nation du dragon ne s'en prend jamais à ses propres alliés. Toute l'artillerie en état de préactivation. Mais pas pour attaquer, mais pour être prêt à fournir un soutien à tout moment. Compris, un ordre militaire, une fois donné, ne peut être modifié. Même cet officier d'état-major, pourtant un peu inquiet, choisit immédiatement d'exécuter l'ordre. Et à ce moment-là,
J'avais déjà repoussé Shukun à plusieurs milliers de mètres de plus, et l'altitude atteignait près de 20 000 mètres. Soulever Shukun, dont le poids n'était en rien inférieur à celui d'un porte-avions, et le porter jusqu'à cette altitude. Même pour moi, avec ma force divine de niveau 9, je sentais mes bras devenir légèrement endoloris. Et, prends ça. Coup de boule terrestre. Le réacteur géant montait dans mon dos. Émis un jet de particules bleu vif. Vitesse divine niveau 11. J'ai poussé le corps de Shukun et l'ai projeté au loin. En un instant, j'ai projeté Shukun à une vitesse approchant les 4 Mach. Boum, Shukun s'est écrasé à la surface de la mer, son dos se transformant instantanément en un tas de chair hachée. Qu'est-ce que vous attendez tous? Vous êtes déjà à une distance de sécurité. Dépêchez-vous de l'attaquer. Au moment où tous les officiers et commandants se sentaient suffoqués par ma démonstration, ma réprimande bruyante interrompit le fil de leurs pensées. De quoi avez-vous peur, hein? Les commandants sur les différents navires restèrent silencieux. Finalement, c'est le commandant en chef du porte-avions unité qui donna le premier ordre. Puis il ordonna rapidement, saisissez l'opportunité. Toutes les unités en état de lancement. Missiles, salve de 3 tirs, feu. Et à ce moment-là, je me tenais déjà sur la frégate de classe Lingfeng 55 la plus proche. J'ai de nouveau arraché un morceau d'acier, puis je l'ai avalé. Dévoration de la frégate classe Lingfeng 55. Réussite, obtention des traits de talent. Garde armée niveau 9, puissance de feu naval niveau 8. Incursion solitaire niveau 8. Instantané. De nouvelles bandes magnétiques offensives sont apparues sur moi. Après avoir dévoré cette frégate Lingfeng de classe 55, c'est comme si une base de lancement de missiles avait poussé dans mon dos. En effet, la Lingfeng classe 55 possédait pas moins de 16 unités de lancement de missiles. Des centaines de compétences de tir, capables de lancer 16 missiles simultanément. Elle pouvait enchaîner rapidement 12 salves, soit près de 200 missiles, y compris des missiles balistiques équipés d'ogives nucléaires. Et après avoir été transféré sur moi, ce pouvoir a subi une transformation cataclysmique. Pendant ce temps, Shukun avait depuis longtemps été pris sous le bombardement des obus. Il était complètement anéanti. Je me suis précipité à toute vitesse dans sa direction. Tuer un monstre mutant, surtout un de ceux de ce calibre, garantit toujours un butin. Chercher le butin n'a pas été si compliqué, même si c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Même en fouillant dans un océan déchaîné par le tsunami, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Grâce à ma perception, j'ai clairement senti une masse. Une énorme source d'énergie. J'ai utilisé mon talent brise-vague pour fendre la surface de la mer. Et j'ai fait remonter ce cristal d'énergie d'un bleu profond. Ce qu'on appelle un noyau démoniaque. Bien plus tard, les gens l'appelleront un noyau démoniaque. Pour ceux qui possèdent des talents transcendants, c'est un supplément parfait pour augmenter le niveau de leur pouvoir. Il peut aussi être utilisé en alchimie ou pour forger des armes et équipements transcendants. C'est une véritable monnaie forte dans le monde d'après. Quant à Shukun, même si je l'ai tué juste après sa mutation, il n'a pas eu le temps d'évoluer comme ceux des générations futures pour devenir un pont des mers. La qualité de ce noyau démoniaque est à peine de niveau 3, mais vu sa taille, la quantité totale d'énergie qu'il contient est comparable à celle de certains hégémons et rois. En termes de taille et de réserve d'énergie, ce monstre mutant Shukun était vraiment unique. Pour ce noyau démoniaque, il n'y a pas à hésiter. Il faut le manger directement. J'ai pris le noyau, de la taille d'une meule, et j'ai mordu dedans sans attendre. D'une seule bouchée, j'ai arraché un fragment de la taille d'un point de ce noyau bleu profond. Puis je l'ai avalé d'un coup. Avec mon corps d'acier de niveau 9. J'étais certain que ce noyau démoniaque de niveau 3 n'allait pas me faire exploser. Je le mangeais à belles dents, et mon niveau de puissance augmentait de façon constante. En l'espace de quelques secondes à peine, je suis passé de mon niveau initial de transcendant 1 à transcendant de niveau 2, devenant un guerrier transcendant de classe élite. Dans ma vie antérieure, si le niveau 2 des transcendants était appelé élite, c'est parce que les guerriers de ce rang constituaient le véritable pilier des survivants de l'humanité. Le noyau démoniaque de Shukun est vraiment énorme. Je n'en ai mangé qu'un fragment de la taille d'une grosse date, et c'était déjà l'équivalent de l'énergie d'un noyau entier d'une bête mutante normale. De niveau 3, du même rang que Shukun. Dévoration de la bête mutante de niveau 3, rang commandant, Shukun. Bande de talent magnétique obtenue. Croissance infinie NV8, dévoration NV5, de son vivant. Super régénération NV6, puissance de la mer NV7, force divine NV7. Mis à part le niveau des bandes de talent, qui est un peu plus bas que celui du porte-avions, la quantité est à peu près la même que celle des bandes que j'ai obtenues en dévorant le porte-avions. J'ai examiné une par une ces nouvelles bandes de talent que j'avais acquises. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que les talents de Shukun étaient exceptionnels. Un transcendant possédant croissance infinie. Même s'il ne parvient pas à passer au niveau supérieur,
peut compter sur ce talent. Et son système de croissance illimitée pour augmenter sa puissance de combat et accumuler de l'énergie. C'était la capacité principale de Shukun, surtout combinée à sa bande de talents d'évoration de niveau 6. Alors qu'il n'avait qu'une seule vie, Shukun a grandi dans l'océan pour devenir un monstre colossal. Maintenant que je peux tuer Shukun, j'ai vraiment l'impression d'avoir profité du moment parfait. J'ai éliminé cette menace avant que Shukun n'ait eu le temps de se développer complètement. Un fléau qui s'était retranché dans les eaux territoriales de Longo. J'ai dévoré la tribu de talent de Shukun, et par la même occasion, j'ai acquis ses pouvoirs. J'ai alors activé mon talent d'évoration, et un immense vortex noir est apparu devant moi. Il a même soulevé un vent de force 8, aspirant d'énormes quantités d'eau de mer. L'eau s'engouffrait dans le vortex qu'il avait créé. Comparé à ma dévoration ultime, et à mon talent de dévoration conceptuelle, ceci est une véritable compétence de dévoration. J'ai directement jeté la ceinture du vide, de la taille d'une meule, dans le vortex dévorant. C'est bien plus pratique pour l'absorber, je n'ai plus besoin de l'avaler bouchée par bouchée. De plus, l'efficacité et le taux d'assimilation sont bien plus élevés. En un clin d'œil, mon niveau de transcendance a de nouveau commencé à grimper en flèche. En dévorant la totalité de son cœur vital, une puissance colossale naissait en moi à chaque seconde. Je n'ai pas pu m'empêcher de roter. Un rayon de lumière bleue a jailli instantanément de ma bouche. Je me suis empressé de la fermer. Rien que cette bouffée d'énergie transcendante que je viens de cracher suffirait à un transcendant ordinaire pour monter d'un petit niveau. Le cœur vital de Shukun était trop gros, j'en ai trop absorbé d'un coup. J'avais l'estomac un peu plein, alors j'ai transféré l'énergie que je ne pouvais pas digérer, entièrement vers le porte-avions sur mon dos. À cet instant, la silhouette fantomatique du porte-avions sur mon dos s'est rapidement dilatée, passant de 150 000 tonnes à 250 000 tonnes en un instant. De plus, ce porte-avions présentait de nouvelles particularités. En plus de conserver toutes les caractéristiques qu'il possédait déjà, une nouvelle membrane biologique était apparue sur le porte-avions. La forme et l'apparence du navire avaient également changé. Comparé au mastodonte d'acier qu'il était avant, sa coque est maintenant plus hydrodynamique, en forme de goutte d'eau. Il ressemble davantage à une arme de guerre futuriste, un cuirassé biologique. En même temps, ma puissance transcendante a grimpé en flèche. J'ai atteint sans peine le 3e niveau de transcendance, le niveau seigneur, et je ne me suis arrêté qu'au sommet de ce niveau. Niveau seigneur. C'est suffisant pour devenir le maître d'un sanctuaire de taille moyenne. Un véritable expert capable de protéger toute une région. En regardant l'immense porte-avions devant moi, d'un simple geste de la main, j'ai projeté le porte-avions vers l'avant. Il s'est écrasé lourdement à la surface de la mer, déclenchant instantanément un tsunami encore plus grand. Ajoutez à cela mon niveau de transcendance et ma force divine, un seul de mes coups provoque une force d'attaque qui n'a rien à envier à celle de l'explosion de centaines de missiles hypersoniques tirés en rafale. Désormais, si je rencontrais un autre Shukun de 3e niveau, il me suffirait de manœuvrer le porte-avions sur mon dos pour l'écraser légèrement et lui infliger de graves blessures sans effort. Cette croissance infinie, bien que sa consommation de ressources soit un gouffre sans fond, cette croissance sans limite est tout simplement géniale. Je suis très satisfait de cet attribut de talent, croissance infinie. Très satisfait. Et en plus, j'ai la silhouette fantomatique du porte-avions, pour prendre de la taille à ma place. Ma force actuelle dépasse de loin ce qu'un être de niveau seigneur peut supporter. Même une créature de niveau suzerain qui me croiserait devrait me fuir comme la peste. J'ai fait disparaître la silhouette du porte-avions, puis j'ai repêché les immenses os blancs qui flottaient à la surface de l'eau. C'était le squelette de Shukun, bien que quelques parties aient été brisées par l'explosion. Mais certaines des plus grosses parties ont été conservées, comme le squelette de niveau seigneur. C'est sans aucun doute un matériau surnaturel de la plus haute qualité. Un trésor parfait pour forger des armes ou pour être broyé en remède. Il peut renforcer la structure osseuse et conférer certaines capacités. Ses usages sont multiples, et il est extrêmement précieux. Une fois que le monde se sera reconstruit après la grande mutation, cette chose vaudra une fortune. Je lève les yeux vers le ciel. En ce moment même, une pluie de sang continue de s'abattre. Même si ça continue, j'imagine qu'à l'heure qu'il est, la moitié des humains, des animaux et des plantes de la planète ont déjà subi la mutation. Dans ce monde, certains endroits peuvent encore échapper au risque de la mutation. Mais ils sont rares. La flotte de porte-avions devant moi en fait partie. Dans ce cataclysme mondial, de nombreuses choses qu'on ne voyait que dans les romans ou les films se sont matérialisées grâce à l'émergence de pouvoirs surnaturels. Elles possèdent des capacités et des pouvoirs spéciaux, comme le concept de la fortune de la nation. Et le porte-avions Tonji est de toute évidence une arme de guerre surpuissante qui porte une grande partie de la fortune de la nation du royaume du dragon. Depuis le début de la pluie de sang jusqu'à maintenant, aucun soldat de toute la flotte n'a subi de mutation,
car ils sont protégés par la fortune de la nation, une force invisible. Elle les isole des effets de la pluie de sang. Les bâtiments capables de porter une grande partie de la fortune de la nation, ou les atouts stratégiques nationaux comme ce porte-avions, sont tous des pierres angulaires pour l'humanité future. Ils serviront de fondation pour la construction des futurs refuges. Le porte-avions Tonji aurait dû être gravement endommagé par Xukin. Mais maintenant que j'ai tué Xukin, le porte-avions Tonji a pu être sauvé. Les porte-avions sont l'une des armes de guerre les plus puissantes de la planète Elan, capables d'éliminer n'importe quel monstre de niveau commandant ou supérieur. Mais ce sont les armes qui sont puissantes. Les soldats qui les manœuvrent sont encore trop fragiles. C'est pourquoi j'ai décidé de les aider à éveiller en eux un véritable pouvoir surnaturel. Il faut savoir que la moelle de cette arête de poisson est surnommée l'ormou. C'est aussi la seule ressource douce dans toute la chair de Xukin. Une ressource spéciale qui peut être directement absorbée même par des gens ordinaires. En l'utilisant pour aider les soldats de la flotte à purifier leur corps, et en stimulant leur organisme avec un pouvoir surnaturel de ce niveau, la plupart d'entre eux pourront éveiller leur talent surnaturel, et devenir de véritables guerriers surnaturels. Même s'ils ne peuvent pas éveiller leur talent immédiatement, et leur pouvoir, cela renforcera considérablement leur corps, faisant d'eux des soldats quasi surnaturels. À cet instant, dans la passerelle de commandement du porte-avions Tonji, le personnel de tous les rangs s'affaire de manière ordonnée. Le chef d'état-major de la flotte demande à un subordonné venu faire son rapport, « Alors ? Avez-vous trouvé la faille dans notre réseau informatique ? » Rapport négatif, mon chef. Notre pare-feu électronique indique qu'il n'a subi aucun dommage. C'est comme si l'intrus avait directement utilisé nos clés pour ouvrir la grande porte. Il a contourné nos défenses pour entrer directement. Comment est-ce possible ? Ce chef d'état-major était lui-même un expert en technologie de l'information. Même s'il occupe aujourd'hui ce poste, ses compétences techniques sont toujours d'actualité. Il réfléchit à ce qu'il faudrait pour contourner sans bruit les multiples couches de leur pare-feu informatique si bien gardé, et s'infiltrer sans laisser de traces. Pour s'introduire ainsi, il faudrait une puissance technologique et un support matériel colossaux. Une telle intrusion est bien plus terrifiante qu'une attaque par force brute. Rapport. L'individu se dirige vers nous à une vitesse vertigineuse. Vitesse de vol estimée à Mach 12. Arrivée estimée dans la direction de Woufan dans environ 58 secondes, rapporte le soldat chargé de la surveillance du réseau radar. Je fais mon rapport à l'état-major. Mes capacités de furtivité sont très élevées. Les données affichées sur le radar à balayage électronique sont en fait celles de Shukun, une accélération de 5G et une vitesse de Mach 12. Ces données de vol ont de nouveau stupéfié l'état-major. Comment ça, Mach 12 ? La vitesse que nous avions détectée précédemment n'était que d'environ Mach 4. Comment a-t-elle pu tripler d'un coup ? En entendant ces chiffres, c'est la panique totale à l'état-major. Un simple changement de données a suffi pour que toutes les stratégies qu'ils avaient élaborées, en me considérant comme une cible hostile, deviennent une pile de paperasse inutile. De plus, ils ont perdu presque toute capacité de riposte. Car mes pouvoirs ne se limitent pas à la vitesse. Je maîtrise aussi la furtivité et la capacité d'intrusion électronique. Le réseau de radar à balayage électronique ne le détectera peut-être pas, devons-nous l'intercepter ? L'ennemi est sur le point de pénétrer à nouveau notre périmètre de sécurité. Un officier d'état-major a demandé en pointant l'écran. Chaque seconde qui passe, leur fenêtre de réaction se réduit de 4 km. Je pense qu'on devrait tirer. Moi aussi, je suis d'avis d'ouvrir le feu. On ne peut pas laisser notre sort entre les mains d'un inconnu. Il faut d'abord savoir si c'est un ami ou un ennemi. Il ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Au sein de l'état-major, 7 ou 8 officiers ont exprimé leurs avis. Faut-il engager le combat ? Certains pensent qu'il faudrait tenter une communication amicale. Les avis sont partagés, c'est à peu près moitié-moitié. Mais la plupart des officiers pensent qu'il faut maintenir une distance de sécurité avec moi. Il ne faut pas me laisser approcher à moins de 100 km du groupe aéronaval du Tonji. Tous les officiers se sont tournés vers le commandant de la flotte, qui était resté silencieux. Le chef d'état-major regardait le commandant de la flotte avec expectative, attendant ses ordres. Mais le commandant en chef de la flotte ne s'est pas pressé de lui répondre. Depuis le début de leur discussion, il n'a cessé de regarder les images de mon combat contre Shukun. Il les a visionnées de nombreuses fois. Il n'a pas répondu aux questions des officiers. Au lieu de ça, il a attendu la fin de la vidéo, puis a rembobiné. Puis il a zoomé et projeté l'image sur l'écran. Regardez, il porte nos bottes militaires. La ceinture est aussi celle de notre marine. Ça veut dire que c'est l'un des nôtres. C'est un de nos soldats. Quelqu'un a écarquillé les yeux. Si je suis un soldat du Longo, alors ils ont une myriade d'idées audacieuses en tête.
Envoyez quelqu'un vérifier quelle unité a un homme manquant à son poste pour confirmer son identité. Le commandant en chef a donné l'ordre. À ce moment-là, tous les membres du Xuanjian sont à leur poste de combat. S'il manque quelqu'un, on le saura très vite. En même temps, le commandant en chef a soulevé une autre question. Un être humain possédant une telle puissance. Une puissante créature comparable à un vaisseau mère est apparue au fond de la mer, et il y a cette nappe de sang qui couvre le ciel, ainsi que cette pluie incessante qui a déjà teint la surface de la mer en rouge. Ce n'est absolument pas normal. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à cette zone maritime, ou même à la Terre? Il sentait que le monde avait subi un changement absolument inattendu. Mais si quelque chose était arrivé dans le monde, les satellites du Longo auraient dû établir la communication depuis longtemps. Envoyez quelqu'un pour tenter de contacter le haut commandement. Voyez s'il s'est passé quelque chose. Inutile de communiquer, ça ne servira à rien. La voix du commandant en chef ne s'était pas encore éteinte que son ordre fut interrompu. Les personnes dans la cabine ne purent s'empêcher de lever la tête, et c'est alors qu'ils découvrirent. Leur système de communication a de nouveau été piraté. Et ce n'est pas le visage d'un inconnu qui s'affiche à l'écran. C'est moi. Inutile de vous fatiguer. Le monde entier est en pleine mutation. À l'heure qu'il est, on estime que plus de la moitié de la population s'est transformée en monstre. Les opérateurs chargés des communications avec la flotte se sont probablement déjà transformés en monstres. Et même si ce n'est pas le cas, la planète Élan est dans un chaos total. Ils ne pourront pas comprendre la situation rapidement. Une fois que la mutation globale a commencé, l'ordre est difficile à rétablir. En réalité, la mutation a commencé il y a moins de 10 minutes. Même avec la capacité d'organisation du Longo, il est impossible en si peu de temps de redresser la barre de cette immense machine qu'est le pays. En entendant cela, tous les membres de la flotte avaient une mine sombre. Beaucoup de soldats parmi eux passent des années sur les porte-avions, en mer. Et pour quelle raison? N'est-ce pas pour protéger leur patrie? Ils sont le rempart du Longo, les gardiens du peuple. Mais maintenant, le monde entier subit une transformation radicale. Il se passe quelque chose au Longo. Le commandant en chef n'a pas hésité une seule seconde. Il a immédiatement donné l'ordre, toutes les unités du groupe aéronaval, retournez immédiatement à la base. Et préparez-vous à la mobilisation, au sacrifice et au combat. L'atmosphère dans toute la salle de commandement est devenue électrique et pesante en un instant. Soudain, tous les navires du groupe aéronaval ont fait demi-tour et ont mis le cap à toute vitesse vers le continent du Longo. Toute la flotte avançait à pleine puissance. Les ordres du commandant continuaient de fuser. Tous les chasseurs, préparez-vous au décollage. Tous les chasseurs, décollez en séquence. Tous les marins, préparez-vous au combat terrestre. Le moment est venu pour nous de protéger notre peuple. C'est alors que j'ai soudainement interrompu le commandant. Si vous envoyez les soldats comme ça, hors de la zone de protection de la fortune nationale, ils muteront quand même au contact de la pluie de sang. Mes paroles ont mis le commandant dans l'embarras. Il peut accepter que ses soldats subissent des pertes en éliminant ces monstres. Mais il ne peut absolument pas accepter que ces hommes se sacrifient en vain, en se transformant en monstres. Le commandant m'a regardé à travers l'écran, les yeux pleins d'espoir. Puisque c'est moi qui ai soulevé ce problème, je dois bien avoir une solution. À ce moment-là, j'ai volé au-dessus du porte-avions et j'ai lourdement jeté l'arête de poisson. Puis j'ai dit, je suis revenu pour vous aider. Pour ne pas être affecté par le sang et la maladie, c'est très simple. Il suffit d'éveiller son talent et de devenir un transcendant. J'ai expliqué les effets de l'eau de pluie de Shukun sur le canal de communication. Les effets de cette eau de pluie ont immédiatement fait que les officiers dans la salle de commandement, ainsi que tous les soldats, se sont mis à respirer bruyamment. Une fois devenus transcendants, pourront-ils devenir aussi puissants que toi? Face à la question du commandant, je suis resté un instant perplexe. J'ai répondu, probablement pas. Le commandant a été un peu déçu. Mais il a tout de suite retrouvé son entrain. Car d'après ce que j'avais dit, s'ils parvenaient à éveiller leur talent et à devenir des transcendants, ces hommes seraient tous comparables aux anciens rois des soldats. À ce moment-là, ils ont aussi découvert au fond de la mer quelques poissons mutants ordinaires. Je suppose que la plupart des monstres de la mutation globale que j'ai mentionnés sont de ce genre. S'ils deviennent des soldats transcendants, ils devraient être capables de s'en occuper. À cet instant, j'ai tendu la main. J'ai frappé et tourné au niveau de l'épine dorsale de l'arête de Shukun, puis j'ai tiré d'un coup sec. Et j'en ai arraché une substance gélatineuse et dorée. Voici la partie la plus précieuse de cette arête de poisson, la moelle, surnommée leur mou. À cet instant, sur le porte-avions Tonji, de nombreux soldats de la marine se tiennent déjà en rang. Ils ont tous reçu leurs ordres et attendent maintenant le premier groupe de guerriers à s'éveiller. Je leur fournis 7 moelles de poisson de niveau seigneur,
d'une valeur inestimable. Et la condition que je demande en échange est très simple, une seule goutte de sang de chaque guerrier suffira. Les guerriers transcendants qui viennent de s'éveiller n'ont généralement qu'une seule bande magnétique de talent. Leur niveau de talent ne dépasse généralement pas le niveau 3, mais ici, il y a des dizaines de milliers de soldats de la marine. Je leur offre des ressources pour les aider à s'éveiller rapidement, et en retour, j'obtiens des milliers, voire des dizaines de milliers de bandes magnétiques de talent. C'est un échange gagnant-gagnant. Les guerriers s'avancent en file, un par un. Chacun utilise son couteau militaire pour prélever un peu de moelle et l'applique directement sur sa peau, surtout en frottant un peu plus entre les sourcils. Très vite, des flammes jaillissent soudainement du corps d'un guerrier. Le premier guerrier transcendant s'est éveillé avec succès. Il a éveillé une capacité de contrôle du feu. Juste après, un autre soldat de la marine est entouré de tourbillons d'air. C'est une caractéristique transcendante liée au vent. La moelle de Shukun a des effets miraculeux. Près de la moitié des guerriers parviennent à s'éveiller, éveillant des talents transcendants, contrôle du feu, du vent, concentration de puissance, contrôle de la gravité, et ainsi de suite. De plus, après avoir éveillé leurs talents, une énergie transcendante commence à naître dans leur corps. Ce n'est pas seulement une question de talent. Leur puissance de combat personnel a également augmenté de façon spectaculaire. Pendant ce temps, je ne suis pas resté inactif. Je me suis retourné, j'ai décollé du pont du vaisseau mère et j'ai atterri sur un mastodonte d'un noir de jet. Le sous-marin nucléaire de type 099, dernière génération du pays de Rogne. Il fait également partie du groupe aéronaval du Tonji. Le groupe aéronaval du Tonji est équipé de 3 sous-marins nucléaires d'attaque de type 099. Cet engin n'est vraiment pas petit. C'est même plus démesuré que certains navires de guerre. Son déplacement dépasse les 20 000 tonnes, c'est aussi une arme de guerre de premier ordre. Je me tiens au-dessus de ce sous-marin nucléaire, et bien sûr, ce sont ces bandes magnétiques de talent qui m'intéressent. Cependant, avec ce colosse, j'ai agi avec un peu plus de douceur. J'ai arraché un des périscopes qui dépassait du sous-marin. Puis je l'ai avalé, sans endommager sa structure principale. Il doit opérer à des profondeurs de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de mètres sous l'eau. La moindre fissure ou le moindre dommage structurel pourrait le faire imploser sous la pression écrasante de l'eau à des milliers de mètres de profondeur, complètement aplati. Mais arracher un périscope remplaçable est suffisant pour que j'absorbe la bande magnétique de talent que je convoitais. Absorption du sous-marin nucléaire de type 099 réussie. Bande magnétique de talent obtenue. Force vitale niveau 9, super résistance à la pression niveau 9, gravité niveau 8, assassinat niveau 7, monstre des profondeurs niveau 8. Les bandes magnétiques de talent sont apparues sur moi les unes après les autres. Même si j'en possède déjà des milliers, voire des dizaines de milliers, qui m'attendent, je ne laisserai passer aucune occasion. Je vais absorber chaque arme de guerre ici. Entre les bandes magnétiques de haut niveau et celles de bas niveau, la différence de puissance de combat est énorme. Absorber quelques armes de plus du groupe aéronaval suffira à augmenter ma puissance de combat d'un autre ordre de grandeur. Ensuite, j'ai pris un peu plus de temps pour absorber également les 2 autres types de grands destroyers. Les capacités de talent de ces 2 destroyers étaient quelque peu redondantes par rapport à celles des autres navires de guerre. Je n'ai acquis aucune nouvelle capacité, mais, après avoir absorbé un grand nombre de talents similaires, les niveaux de mes bandes magnétiques de talent ont tous augmenté. La plupart des bandes ont vu leur niveau changer. Et après environ 2 heures d'attente, le sang extraordinaire de plus de 10 000 soldats est également prêt. Si dévorer les bandes magnétiques de talent des vaisseaux de guerre me donnait des bandes spécialisées de haut niveau, alors dévorer celles de ces soldats extraordinaires a pour but de maximiser la richesse de mes propres talents. À cet instant, le sang extraordinaire d'environ 10 000 personnes est disposé devant moi. L'instant d'après, ma capacité d'absorption de talent s'active. Dévorer une si grande quantité de talent me donne instantanément la sensation d'être gavé. En même temps, des flammes apparaissent continuellement autour de moi. Du givre, des éclairs. Ce sont tous des talents que je viens d'acquérir. Absorption du sang extraordinaire mixte. Acquisition réussie de bandes magnétiques de talent. Maître du feu royal niveau 2, ambre de glace niveau 2, étoile de bois niveau 3, muraille niveau 3, roi digne niveau 2, scientifique niveau 3. D'innombrables bandes magnétiques de talent, toutes plus variées les unes que les autres. Elles défilent devant moi, impossible à compter. Simultanément, un grand nombre de bandes de talent identiques sont en train de fusionner et de se dévorer mutuellement, s'améliorant constamment, pour devenir encore plus puissantes. Ces bandes de talent sont pour la plupart assez communes. En ce moment, elles ont toutes fusionné. Ces talents sont plutôt ordinaires, mais comparés aux talents rares et spéciaux, ils peuvent fusionner et s'améliorer beaucoup plus rapidement. Surtout,
roi des soldats et maître des techniques de combat ont été une excellente surprise. Dès que ces deux talents sont entrés dans mon esprit, les bandes de talents qui étaient auparavant plutôt chaotiques dans ma tête sont devenues claires d'un seul coup. Comment les utiliser, de quelle manière, à quel moment, tout est devenu comme un instinct corporel. Tout s'est mis en place. Après avoir dévoré ces deux bandes de talents, ma puissance de combat a augmenté d'au moins 30%. En ce moment, je suis assis en tailleur sur le porte-avions Tonji. Il m'a fallu environ une demi-heure pour que les dizaines de milliers de talents finissent de s'améliorer et de s'intégrer. Un grand nombre de talents, en raison de leur similitude avec d'autres, ont été fusionnés, dévorés, pour former de nouvelles bandes magnétiques de niveau supérieur. Mais au final, il me reste encore 7 à 800 bandes magnétiques attachées à moi. Je me lève du pont et m'adresse au commandant en chef. Commandant en chef, je m'en vais. Le territoire de Longo est immense, donc le nombre de monstres mutants est également considérable. Parmi eux, beaucoup de monstres très doués finiront par atteindre le niveau hégémon, ou le niveau roi. Certains mutants de niveau hégémon sont même apparus dès le début de la mutation, et ils ont anéanti de nombreuses villes. Maintenant, pendant qu'ils n'ont pas encore atteint leur apogée, c'est le moment idéal pour les éliminer. En entendant que je voulais partir, le commandant en chef ne m'a pas retenu. Je suis bien un soldat sous ses ordres, mais il est très rationnel. Il ne m'a pas enrôlé de force. Il a posé la machine qu'il tenait dans ses mains. Puis il a dit, laissez tomber. Retirez toute l'attention que vous portiez sur lui. Laissez-le partir. C'est un soldat qui vient de chez nous. Il faut lui faire confiance. Il a les capacités pour ça. En agissant seul, il pourra accomplir bien plus. Le commandant en chef a changé de sujet. Il a affiché un autre rapport sur le grand écran de la salle de commandement. En voyant ce rapport, tous les regards sont devenus graves. Toutes les villes de Rongo sont tombées. Ou plutôt, le monde entier est tombé. Les nuages cachent les étoiles, la pluie de sang ne cesse de tomber. Le monde entier est dans un état de chaos, de lutte et de désordre. Il y a des gens qui peuvent résister à la pluie de sang sans être corrompus, et même beaucoup qui peuvent, au milieu de cette pluie de sang. Rien qu'avec le pouvoir accumulé dans la pluie de sang, ils ont évolué en guerriers surhumains. L'humanité n'était plus une minorité. Avec une base démographique aussi énorme. Des dizaines de millions de guerriers surhumains sont nés sur la planète Elan, au sein du très peuplé Empire du Dragon. On estime que l'éveil de 20 à 30 millions de guerriers surhumains ne poserait aucun problème. Mais même si les humains étaient nombreux, les monstres l'étaient encore plus. Et le nombre d'animaux et de plantes mutés était encore incalculablement plus élevé. L'écart est tout simplement trop grand. Il faut rejoindre les villes côtières au plus vite. On arrive dans combien de temps ? Nous devons tout faire pour construire le premier abri, et y protéger le plus de compatriotes possible. Pour préserver une lueur d'espoir. 5 minutes. Je file à Mach 12. Parti des côtes du pays du Dragon, j'ai atteint l'extrême sud du continent juste à temps. Mes talents magnétiques agissent comme des multiplicateurs et des bonus de capacité. Mon niveau surhumain détermine mes attributs de base. Après avoir atteint le niveau souverain, je possède la vitesse divine de niveau 11. Traverser la planète entière n'est plus qu'une question de quelques minutes. Quelques minutes plus tard, j'arrivais à une exploitation forestière sur la côte du pays du Dragon. Si mes souvenirs sont bons, il y a une créature de niveau tyran qui s'est échappée du zoo de cette ville. Je me suis remémoré ce que je savais. Dans le zoo de cette ville, il y avait un chimpanzé incroyablement puissant. C'est à cause de lui que la ville entière a été anéantie. Et cette ville est devenue le territoire de cette créature de rang tyran. J'ai atterri directement au sommet du plus haut gratte-ciel de la ville. De là-haut, j'ai scruté les environs, à la recherche de sa silhouette. La mutation a commencé il y a près de 3 heures. Il devrait avoir terminé sa transformation maintenant. J'ai fermé les yeux et utilisé ma capacité de détection pour effectuer un balayage à grande échelle. J'ai couvert toute la ville sans effort. Très vite, j'ai trouvé la cible que je cherchais. À l'est de la ville, une source d'énergie d'une puissance colossale faisait des ravages. En un instant, ma silhouette a disparu. 3 secondes plus tard, j'apparaissais dans le ciel, juste au-dessus du chimpanzé. En regardant en bas, son véritable nom. Post-mutation m'est apparu à l'esprit, Seigneur Singe Sauvage, créature mutante. Le Seigneur Singe Sauvage, une créature mutante, était à l'origine un chimpanzé du zoo. Il a évolué par mutation. À cet instant, il s'est redressé. Bien que sa taille ne soit pas aussi démesurément enflée que celle de Shukun après son évolution. Il mesurait tout de même 5 à 6 mètres de haut, et sa force était stupéfiante. En ce moment même, il tenait dans ses deux mains un immeuble de 30 à 40 mètres de haut. Il le brandissait violemment dans tous les sens, comme si c'était une massue. Sa force était démentielle. Ce bâtiment, dans son intégralité, devait peser au bas mot 50 à 60 000 tonnes, et pourtant, ce singe sauvage
le balançait nonchalamment comme un simple bâton, et cela ne semblait même pas lui demander beaucoup d'efforts. Chacun de ces sauts pouvait le propulser à des dizaines de mètres. Ce singe sauvage possède très certainement un talent magnétique lié à la force. Le singe sauvage, tenant l'immeuble, le fracassait contre les autres bâtiments voisins, coup après coup. Et à ce moment-là, des gens étaient projetés hors des immeubles ou tués. Il suffisait au singe sauvage d'inspirer profondément, pour que ces personnes soient aspirées dans sa bouche, mâchées plusieurs fois, puis avalées d'un coup, os brisés compris. Elle devenait l'énergie de purification qu'il accumulait. Un gorille de 5 à 6 mètres de haut avalant des humains vivants. Ce n'est pas aussi simple que de gober des cacahuètes d'une seule bouchée. Le singe sauvage devait mâcher et déchiqueter, rendant la scène atrocement cruelle et sanglante. Ses yeux brillaient d'une excitation intense. Il venait de dévorer un guerrier transcendant. Manger une dizaine d'humains ordinaires était déjà un festin, mais ça... La satisfaction était telle qu'il ne put s'empêcher de se frapper la poitrine en hurlant. Aux abords des ruines, on pouvait encore apercevoir de nombreuses personnes. Fuyant les bâtiments environnants, ils tentaient de s'échapper le plus loin possible pour sauver leur vie. La puissance de ce monstre est terrifiante. Que faire? Il est si rapide. On ne peut pas s'enfuir? Un groupe de 5 ou 6 personnes fuyait ensemble. Mais à cet instant, leur cœur était empli de désespoir, car celui que Quan Jixing venait de mâcher et d'avaler, ce guerrier transcendant, était le protecteur de leur groupe. Leur petit groupe, qui se serrait les coudes pour survivre, avait eu la chance de voir un transcendant s'éveiller parmi eux. Et ses pouvoirs n'étaient pas mauvais du tout. Avec lui pour les protéger, ils avaient à peine réussi à survivre dans le chaos de la ville. Mais maintenant, leur monde s'était effondré. Le guerrier transcendant ne faisait pas le poids face à ce monstre. Le plus fort d'entre eux n'avait même pas eu le temps de s'enfuir. Il a été tué par Quan Jixing, puis transformé en nourriture. Une atmosphère de désespoir se répandit dans les ruines. Oh mon Dieu! Est-ce la fin du monde? Y a-t-il quelqu'un pour nous sauver? Certains, désespérés, ne voulaient plus fuir. Ils se sont simplement arrêtés sur place, puis sont tombés à genoux. Ils se sont mis à prier les dieux. C'est à ce moment précis que le ciel s'est soudainement assombri. Quan Jixing leva brusquement son énorme tête. Dans le ciel, le seigneur gita. Il sentit une puissance du même niveau que la sienne. Pourtant, bien qu'il ne perçoive aucune différence de niveau de vie, il ne put s'empêcher de se redresser. Une pression invisible s'abattit directement sur lui. Quan Jixing se sentit même suffoqué. Mais ce qui le rendait le plus incapable de tenir, c'était cette montagne géante qui descendait du ciel. Dans la perception de Quan Jixing, le concept de navire de guerre n'existait pas. Un porte-avions de 500 000 tonnes de déplacement s'écrasait du ciel. Son corps tout entier tremblait. Il crut instinctivement que le ciel lui tombait sur la tête. À cet instant, son cœur n'était rempli que de peur, rien que de peur. La seule chose à laquelle il pouvait penser était de fuir. Il devait absolument fuir. Poussant un rugissement, il frappa le sol de ses 2 poings. Sa silhouette se transforma en une ombre noire et il s'élança d'un bond. Il n'osait pas du tout se retourner, la peur dans son cœur devenant encore plus vive. S'il était touché par cette chose dans le ciel, c'était la mort assurée. Mais il venait à peine de parcourir 100 mètres, qu'une porte argentée apparut soudainement devant lui. Quan Jixing n'eut pas le temps de freiner. Puis, une force puissante surgit soudain derrière lui et le poussa violemment à l'intérieur. La porte arbitraire argentée. Au moment où le portail s'ouvrait, la proue du porte-avions frôlait déjà son crâne. L'énorme pression du vent fit plier les jambes de Quan Jixing, le forçant à s'agenouiller. La coque n'avait même pas encore effleuré le corps de Quan Jixing que son cuir chevelu et ses poils étaient déjà arrachés et projetés en l'air. Sa chair fut directement déchirée par la pression du vent, exposant son crâne sombre. À l'instant où la masse le toucha, Quan Jixing fut écrasé, réduit en une pulpe sanglante. Tandis que le colosse de 500 000 tonnes s'écrasait, des portes arbitraires argentées s'ouvrirent tout autour. Elles se refermaient aussitôt, téléportant un par un les civils qui tentaient de s'échapper. Et à ce moment-là, le porte-avions lézard de 500 000 tonnes venait de toucher le sol. Une onde de choc gigantesque, soulevant d'innombrables nuages de poussière et de terre, la pluie de sang s'évaporait au même moment dans le ciel. D'innombrables bâtiments furent détruits, et la terre trembla jusqu'à l'aube. Les créatures évoluaient de la ville. Et les machines se sont tous figées un instant, avant d'interrompre leurs actions. Ils se sont immédiatement mis à fuir dans toutes les directions. Le gouffre qui nous séparait sur l'échelle de la vie, ainsi que la peur instinctive face à une telle puissance, les ont poussés, dans leur esprit dépassé, à fuir instinctivement le plus loin possible. J'avais fait beaucoup trop de bruit. Mais au final, personne n'a réussi à m'apercevoir. Seules quelques rares personnes, avant d'être téléportées en lieu sûr par le portail,
ont à peine entrevu une paire de pupilles argentées. Sur ce coup-là, j'ai quelques regrets. Le noyau démoniaque de niveau seigneur de Kuanji-Xing a été pulvérisé par l'impact du porte-avions spectral. Ce noyau, bien plus résistant que le corps même d'une créature évoluée de niveau seigneur, n'a même pas pu supporter la pression de 500 000 tonnes tombant du ciel. La prochaine fois, contre une créature évoluée de niveau seigneur, je ne devrais plus utiliser une méthode aussi brutale. Il faudra y aller plus en douceur. Heureusement, j'ai encore une solution. Compétence dévoration activée. Pour filtrer et absorber un maximum de la poudre de ce noyau. Malheureusement, lors de l'explosion, le noyau avait déjà perdu la majeure partie de sa puissance. Un noyau entier de niveau seigneur, même pulvérisé, n'a finalement permis à mon niveau que de progresser très légèrement vers celui de suzerain. Le poids du porte-avions spectral, lui, n'a augmenté que d'un peu plus de 10 000 tonnes. Mais c'est amplement suffisant. Suffisant pour que je dévore et extrais les bandes magnétiques de talent de Kuanji-Xing. Dévoration des bandes magnétiques de talent de Kuanji-Xing. Obtention réussie de la bande magnétique de talent, pulvérisation. Tirant d'acier Nive. 7. Vajra Nive. 7. Perforatrice Vajra foudre jaune Nive. 8. Une par une, les bandes magnétiques de talent apparaissent instantanément sur mon corps. Décidément, rien ne vaut d'exploser les plus puissants. La qualité et la quantité des bandes de talent sont bien supérieures. Une fois que j'ai fini de dévorer et d'absorber toutes les bandes de Kuanji-Xing, je ne peux m'empêcher de soupirer d'admiration. Toutes les bandes identiques à mon corps d'acier divin ont été converties en expérience pour l'améliorer. Je regarde la nouvelle bande, pulvérisation. Elle ajoute un effet de pulvérisation à mes attaques. Que ce soit pour pulvériser les armes ou les os de l'ennemi, c'est clairement un talent rare de premier ordre. Vajra, une augmentation en pourcentage de la force, des points de vie et des attributs de défense. Un buff surpuissant. Perforatrice Vajra foudre jaune, les index et les majeurs des deux mains de Kuanji-Xing sont les parties les plus puissantes, les plus dures et les plus résistantes de tout son corps. Quand il joint ses paumes et attaque avec ses doigts, il déchaîne sa technique ultime la plus puissante. Si on y ajoute une force en spirale, elle acquiert des propriétés de perforation d'armure et de pénétration. Cette technique, Kuanji-Xing l'appelait lui-même la perforatrice Vajra foudre jaune. Tirant d'acier, peu importe la puissance du contrôle ou de la suppression, il permet de retrouver instantanément sa mobilité et de restaurer sa pleine capacité de combat. Tout à l'heure, pendant que j'absorbais et dévorais les bandes magnétiques de talent de Kuanji-Xing, je ne suis pas resté inactif pour autant. Dans mon dos, mes systèmes n'ont pas cessé de tirer des missiles de toutes sortes. Chaque missile pouvait atteindre sa cible avec une précision quasi parfaite. Des vagues de créatures mécaniques ont été anéanties. En même temps, le sol s'est retrouvé jonché de noyaux et de matériaux mécaniques. Je n'ai rien ramassé, j'ai tout laissé sur place. La grande majorité sont des noyaux de premier ordre. Même 100 000 ou 1 million d'entre eux réunis. Tout ça ne vaut pas un seul noyau vital de Shukun et l'énergie purificatrice qu'il contient. Je veux atteindre le niveau suzerain maintenant, et ces noyaux de bas niveau ne me sont pas très utiles, et en plus, ils sont trop difficiles à trouver. Mais si ces noyaux et ces matériaux de mutation tombaient entre les mains des survivants de l'Insheng, ils pourraient devenir l'étincelle qui déclencherait le réveil transcendant. J'ai encore beaucoup à faire. Kuanji-Xing, une bête mutante avec un potentiel de niveau suzerain, n'est pas un objectif digne de ce nom. Ma véritable cible, c'est la Grande Muraille. La Grande Muraille, le trésor national de Longo, un lieu où se sont accumulés des milliers d'années de fortune nationale. Elle peut résister à l'invasion de la pluie de sang et aux forces de la mutation. Chacune de ces sections, chaque PAN de muraille, peut en fait servir de cœur pour un abri. Et la Grande Muraille de Longo s'étend sur 2 119 618 km. Il n'y a probablement rien dans le monde entier qui puisse se comparer à la Grande Muraille. Dans ma vie antérieure, la Grande Muraille a été détruite. Longo n'a pas réussi à la défendre. La plupart des tronçons de la Grande Muraille se trouvent dans des zones escarpées et reculées, à l'exception de quelques cols touristiques. Il n'y a presque aucune présence humaine, et très peu de garnisons. Même là où il y avait des garnisons, la plupart avaient encore une certaine structure organisationnelle. Et les garnisons qui s'étaient réorganisées donnaient la priorité aux humains, partant secourir en premier les zones densément peuplées, pour sauver plus de survivants. Et le temps que les rescapés comprennent l'utilité des vestiges anciens et de la fortune nationale, il était déjà trop tard. Les plus de 20 000 km de la Grande Muraille étaient soit occupés par de puissantes créatures mutantes, soit déjà en ruine. Longo a complètement perdu plus de 20 000 km d'abris potentiels. Même en essayant de les reconquérir par la suite, ils n'ont jamais réussi à reprendre plus de 1000 lits. Car ces sections perdues de la Grande Muraille
Ces trésors anciens porteurs de la fortune nationale sont aussi très attirants pour les créatures mutantes. Cela semble même très bénéfique pour leur évolution. Sur plus de 20 000 km de murailles, sont apparues plus de 1000 créatures de niveau seigneur, près de 100 de niveau suzerain, et 13 rois. Il faut savoir qu'à cette époque, sur toute la planète Ilangsng, il n'y avait même pas 100 rois au total. Et pourtant, sur ces 20 000 km de grandes murailles, 13 sont nés. Cela ne fait que souligner l'importance de la Grande Muraille. Et cela a causé d'immenses regrets à la future Alliance des Abris de Longo. L'Alliance des Abris survivants l'a regretté amèrement. De plus, les gens supposaient que la première créature sur Ilangsng a dépassé le niveau roi, émergerait très probablement de l'un des 13 rois de la Grande Muraille. Mais cette fois, il y a encore une chance. Même si autour de la Grande Muraille, les créatures mutantes ont un avantage indéniable. La mutation ne fait que commencer. Les 13 rois ne sont très probablement que des suzerains pour l'instant. Les près de 100 suzerains ne sont sûrement que des créatures de niveau seigneur à l'heure actuelle. Quant aux milliers de créatures de niveau seigneur, ce ne sont que de la camelote pour le moment. Je peux les anéantir d'un revers de main. Ils ne dépassent pas mes capacités actuelles. Mon regard est résolu. La Grande Muraille. C'est un endroit que je dois absolument conquérir. 1000 lits de murailles peuvent sauver 1 million de vies. Ce serait un mérite immense. Et ces 13 rois de la Grande Muraille. Ces 100 suzerains, combien de sang feront-ils couler à l'avenir? Il est crucial de les éliminer maintenant. À cet instant, je viens d'arriver aux abords de la Grande Muraille. Soudain, ma force est violemment réprimée par une immense vague de fortune nationale. En chemin, j'ai aussi survolé 2 tombeaux impériaux et une ancienne capitale. Mais contrairement à ces vestiges, la Grande Muraille est imprégnée d'une colossale fortune nationale. Ce n'est pas cet or pur et majestueux. Une fois qu'on atteint le niveau seigneur ou un rang supérieur, depuis une perspective transcendante, on peut voir ses pouvoirs extraordinaires. Prenez le porte-avions Tonji, par exemple. Un majestueux dragon d'or de la fortune nationale s'y enroule en plein vol. C'est aussi pour cela que la créature mutante de niveau seigneur, Shukun, dès le début, a fait du groupe aéronaval du Tonji sa cible prioritaire. Ce n'est qu'en s'emparant de la fortune nationale et de ceux qui l'accompagnent que les monstres mutants peuvent évoluer plus rapidement. Mais le dragon du destin de la Grande Muraille est différent. Il est entièrement rouge et blanc. Imprégné d'une aura meurtrière, il est le porteur de la fortune nationale. Il exerce une attraction irrésistible sur ces créatures. Bien que ces lieux reculés soient peu peuplés, le nombre d'animaux sauvages, lui, ne cesse d'augmenter. Poussés par leur instinct, ils se ruent vague après vague vers ce long passage. Mais à peine avait-il pénétré dans la zone couverte par la fortune nationale, que le dragon divin donna un léger coup de queue. En un instant, à l'exception de quelques créatures mutantes capables de voler, tous les autres monstres furent coupés en deux. Puis, un autre rugissement de dragon anéantit instantanément un grand nombre de créatures mutantes. Ce dragon sanglant de la fortune nationale est de nature offensive. Il est différent de tous ceux que j'ai vus auparavant. Quelle puissante capacité de protection et de défense! Pas étonnant que dans ma vie antérieure, le pays du dragon se soit battu à mort pour reprendre la Grande Muraille. Dans les airs, j'ai commandé au porte-avions fantôme de nettoyer les créatures mutantes en dehors de la zone protégée par la Grande Muraille. Après avoir dégagé une large zone, j'ai foncé vers le col de Daomagan. À l'intérieur de l'enceinte de la Grande Muraille, la puissance rouge de la fortune nationale a légèrement vibré. Comme si elle avait reconnu mon identité de citoyen du pays du dragon, elle ne m'a pas arrêté. Mais je n'étais pas la première créature à m'engouffrer dans le col de Daomagan de la Grande Muraille. Au pied des remparts, il y avait encore un grand nombre de créatures mutantes. Elles étaient tapies dans l'ombre. C'étaient toutes des créatures qui, en peu de temps, avaient évolué en créatures mutantes d'élite de rang 2. Mais aucune d'entre elles n'osait monter plus haut, car au sommet des remparts, une présence bien plus puissante se trouvait déjà. Enroulé là-haut, le dragon terrestre de Nanshan, une créature mutante de niveau seigneur. La pression émanant de cette forme de vie supérieure les forçait à rester au pied de la muraille. Elles n'osaient pas faire le moindre pas vers le haut. Le dragon terrestre n'est en fait qu'un lézard géant ayant muté. Au cours de sa mutation, il a eu la chance d'éveiller une once de sang draconique. Une lignée puissante, une force de sang exceptionnellement douée. Cela l'a rendu instantanément exceptionnel, bien au-delà d'un simple mutant d'élite de rang 2. Et il a rapidement atteint le niveau seigneur de rang 3, devenant un dragon terrestre de type déplace-montagne. Il a réussi à s'emparer d'une section de la Grande Muraille, devenant la créature mutante la plus puissante du col de Magan. Le dragon terrestre déplace-montagne semble mesurer 30 mètres de long, son corps est bouffi et obèse. Allongé sur le rempart, il est plus large que le mur lui-même, et il dresse une tête qui n'est pas si grande. Une paire de petits yeux d'un vert huileux brille d'une lueur sinistre, fixant intensément l'aura bicolore, rouge et blanche, dans le ciel. De temps en temps, il ouvre la gueule et sort sa langue. Chaque fois qu'il déploie sa langue, il peut percer.
Le corps du dragon divin du destin là-haut, ce qui fait que le dragon meurtrier rouge et blanc rugit de fureur à chaque fois. D'un coup de langue, il arrache un filet de la puissance de la fortune nationale qu'il aspire dans sa gueule. Ce n'est pas pour rien que les créatures mutantes aiment rester dans les endroits où l'aura de la fortune nationale est dense. Chaque fois qu'il arrachait une once du pouvoir éthéré qui s'échappait de la grande muraille, et qu'il l'absorbait, le pouvoir de sa lignée de dragons se renforçait un peu. Et à chaque fois, sur son cou, une fine écaille apparaissait. Elle se transformait pour se rapprocher de celle d'un esprit draconique. En continuant le décompte, sur le cou du dragon terrestre des places montagnes, il y avait déjà une zone de la taille de 4 ou 5 paumes, où une dizaine d'écailles s'étaient changées en écailles de dragon doré. Sa vitesse d'absorption de l'aura du dragon rouge n'était pas rapide, mais après en avoir dévoré une dizaine de volutes, sa lignée s'était déjà renforcée d'un cran. Mais pour son malheur, il m'a rencontré. Il n'avait plus qu'à se faire dévorer. L'instant d'après, j'ai attrapé la langue du dragon terrestre des places montagnes. Avant même qu'il ait pu réagir, j'étais déjà en train de tournoyer comme un lanceur de poids. Sa vision s'est brouillée. Le dragon terrestre des places montagnes a senti le ciel et la terre s'inverser. La rotation a duré à peine 1 ou 2 secondes. J'ai utilisé mon talent en tornade. En tirant la langue du dragon, j'ai tournoyé sur place plusieurs centaines de fois. D'un geste ample, j'ai lâché. Le corps du dragon terrestre des places montagnes est parti comme une comète. Il a été projeté au loin et s'est écrasé violemment contre une autre montagne. J'ai sauté du haut de la grande muraille, écrasant au passage quelques monstres mutants d'élite de second rang. J'ai de nouveau invoqué l'ombre du porte-avions. Le porte-avions géant est bien trop massif, et sa puissance de destruction en combat est trop élevée. Il aurait facilement pu endommager les remparts de la grande muraille. Il valait mieux projeter le dragon au loin, pour pouvoir le tuer sans retenue. Toujours avec mon simple et direct Tian-E à la main, j'ai empoigné le cœur du dispositif et j'ai lancé le super porte-avions, comme s'il s'agissait d'une météorite. Et à ce moment-là, le dragon terrestre des places montagnes venait à peine de soulever le sommet de la montagne qu'il venait de briser. Son talent, déplace montagne. Il peut soulever des masses terrestres plusieurs fois supérieures à sa propre force. Que ce soit pour utiliser la puissance tellurique, pour la défense ou l'attaque, sa puissance est incomparable. Si l'on ne considère que la force qu'il peut puiser dans le sol, le dragon terrestre des places montagnes est même bien plus fort que Kuanji, Xingxin et Shukun. Sa lignée de dragons lui confère une puissance encore plus grande. Il possède une constitution physique bien supérieure à celle des créatures de son niveau, et sa maîtrise du talent tellurique lui permet de soulever des masses terrestres équivalentes à plusieurs fois sa propre force pour combattre. Quand mon porte-avions géant a percuté de plein fouet l'énorme masse tellurique qu'il venait de soulever, même cette solide masse n'a pas pu résister à une telle force explosive. Surtout avec la puissance de fragmentation niveau 7, qui a instantanément fragilisé la roche devant la proue du vaisseau. Après une impasse de moins de 2 secondes, ce sommet de montagne soulevé par le dragon terrestre des places montagnes s'est brisé en son centre avant de s'effondrer instantanément. Le dragon terrestre des places montagnes a lui aussi été fauché par le porte-avions géant, qui l'a facilement brisé en deux. Le combat était terminé. Mais je ne me suis pas pressé de vérifier mon butin. J'ai plutôt tourné mon regard vers le ciel lointain. Un point lumineux doré s'éloignait rapidement. Ce point de lumière dorée disparaissait très vite, s'évanouissant à l'horizon en un clin d'œil. Mais avec mes multiples talents de reconnaissance à ma disposition, j'ai quand même pu distinguer l'apparence du visiteur. Une créature mutante de niveau Seigneur King Peng. C'était à l'origine un oiseau ordinaire. Au moment du cataclysme, il se trouvait dans les hautes couches de nuages et a plongé tête la première dans un nuage de sang. Baigné dans une grande quantité de sang, il a subi une puissante mutation évolutive. Il a même développé une trace de la lignée de l'oiseau Peng, devenant une bête oiseau King Peng. Il était venu chercher des noix au BNSHN Dillon, une créature mutante de rang dragon avec du sang de dragon dans les veines. En tant que cible, King Peng possédait naturellement une force considérable. Mais avant même d'arriver, il a vu que j'avais déjà coupé le BNSHN Dillon en deux. Il a vu que je l'avais pulvérisé. Sans la moindre hésitation, King Peng a fait demi-tour et s'est enfui. L'intelligence d'une créature de niveau seigneur n'est pas à sous-estimer. J'étais de toute évidence une menace pour lui, une existence mortelle. Des démons d'une telle puissance, il n'en avait vu que quelques-uns. King Peng jeta un bref coup d'œil en arrière et aperçut un étrange oiseau d'acier géant, qui le poursuivait, et qui était encore plus rapide que lui. King Peng poussa un cri, l'oration autour de lui s'intensifia, et un vent violent, qu'il contrôlait, souleva ses ailes, le propulsant plus haut et plus vite. En un instant, sa vitesse dépassa Mach 10. Mais même comme ça, il n'arrivait pas à me semer. La distance entre nous ne cessait de se réduire. Cette fois, la projection virtuelle dans mon dos n'était finalement pas un immense porte-avions. C'était un chasseur supersonique Jinx 40. Dans cet état,
Ma vitesse de vol de base atteint Mach 125. À l'origine, le Lynx 40 n'atteignait que Mach 3 ou 4, mais avec l'augmentation de mon niveau transcendant, il a évolué en même temps que moi. Ce type vole plutôt vite. J'ai directement utilisé la gravité de mon corps pour contrôler les flux magnétiques, allégeant mon propre poids, puis j'ai manipulé l'air. Avec mon talent de maîtrise de l'air, j'ai éliminé autant que possible la résistance de l'air devant moi. En poursuivant Kimpeng, j'ai remarqué au loin 2 autres monstres mutants de niveau seigneur, qui essayaient de suivre, un à gauche et un à droite. Ils se dirigeaient aussi vers le col de Baume. Intéressant. Était-il aussi venu chercher des noix au BNSHN Dillon? L'un de ces monstres était un Ling gris. L'autre, un Wuxiang MNGZH colossal. En voyant Kimpeng dans le ciel, ils se sont mis à pousser des rugissements furieux, comme pour lui demander ce qu'il fabriquait. Où il allait comme ça? Tous les deux avaient été invités par Kimpeng pour l'accompagner attaquer le BNSHN Dillon et s'emparer ensemble de la section de la Grande Muraille au col de Baume. Ils s'étaient mis d'accord pour essayer de conquérir 3 sections particulièrement avantageuses de la muraille, pour en avoir une chacun. Le meilleur col, Baume Gun, reviendrait à Kimpeng, mais il devait être le fer de lance de l'attaque. Il devait toujours attaquer en premier pour fixer l'ennemi. Ensuite, les 2 autres arriveraient pour l'encercler. Mais alors, pourquoi Kimpeng s'enfuyait-il? Il l'interpellait avec de grands rugissements, mais Kimpeng, tel un éclair sciant, fila dans le ciel au-dessus de leur tête, sans même leur accorder un regard. Puis, un mince filet argenté, moi, passa également au-dessus d'eux. C'est alors qu'ils comprirent soudainement, Kimpeng était en train de se faire pourchasser. Quelqu'un de plus rapide que Kimpeng, capable de le faire fuir sans même qu'il n'ose riposter. De quel niveau de puissance s'agissait-il? Un suzerain? Leurs rugissements devinrent des murmures. Ils n'osaient plus crier trop fort et communiquaient en langage bestial. Mais mon passage au-dessus de leur tête ne signifiait pas que je les épargnais. D'un geste de mes paumes vers le bas, à gauche et à droite, un porte-avions gigantesque et un XKN gris-blanc tout aussi imposant, nimbé d'une lueur bleue fantomatique, plongèrent vers le sol. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais invoquer qu'une seule projection à la fois. Le porte-avions Jianshen 40, qui était auparavant assemblé, ainsi que Shukun et les autres, ont tous été à nouveau séparés par moi. De plus, sur la main de l'archer du porte-avions spectral, se tenait accroupi un gorille. Avec une nonchalance presque totale, j'ai jeté ces quelques invocations vers le bas. Sans même y jeter un regard, j'ai senti, après une détonation assourdissante, l'aura de ces 2 démons de niveau seigneur disparaître complètement. Puisque vous êtes venus, autant rester. Après avoir chassé et tué Yinlan et Xuanxiang Mangzu, j'ai sauté directement sur la tête de Kimpeng. Kimpeng a tenté de se débarrasser de moi en changeant brusquement de direction. Mais je n'ai eu qu'à m'écraser de tout mon poids sur son dos. Ce coup de pied était si puissant qu'il a fait pousser un cri de douleur à Kimpeng, et l'a fait chuter de plusieurs milliers de mètres avant qu'il ne parvienne à peine à se stabiliser. Sa lignée est faible. Il n'a hérité que de la vitesse extrême de la lignée Peng, mais pas de la robustesse du grand oiseau Peng. D'un seul coup de pied, j'ai failli lui briser l'aile. Kimpeng a poussé un cri strident de fureur. Son corps s'est mis à tourner rapidement sur lui-même, comme le tambour d'une machine à laver à l'horizontale. Il ne pouvait tolérer que quelqu'un se tienne sur son dos comme sur une monture. Sa résistance instinctive lui a fait momentanément oublier sa peur de moi. Un cyclone azur s'est formé autour de Kimpeng, mais je me suis agrippé fermement à sa nuque. Une lueur noire et impure a jailli de mon corps. En plus de ces flammes sombres, une aura blanche s'enroulait autour de moi. J'étais comme collé au corps de Kimpeng. Peu importe comment il se débattait, je restais fermement plaqué sur son dos. Au contraire, c'est Kimpeng qui souffrait le martyre dans cette lutte, ses plumes de fer doré étant arrachées par ma poigne. Quand Kimpeng s'est finalement arrêté, je n'avais pas bougé d'un pouce. À ce moment, j'ai sondé les environs et j'ai estimé que j'avais fait assez de bruit. J'ai tendu la main, la déplaçant lentement vers l'aile de Kimpeng. Puis, d'un ton indifférent, « Ton rôle est terminé. Donne-moi ton noyau démoniaque, et tu pourras mourir. » Sur ces mots, j'ai tiré de toutes mes forces. Une pluie de sang a giclé. J'ai arraché l'une des ailes de Kimpeng avec une violence inouïe. Son cri d'agonie a instantanément retenti dans le ciel. À cet instant, je pouvais voir à travers la plaie béante, directement les entrailles de Kimpeng. Au centre de sa cage thoracique, se trouvait un noyau démoniaque d'un noir bleuté. J'ai tendu la main et l'ai arraché d'un geste simple. Kimpeng a poussé un dernier hurlement déchirant. La puissance de son corps a commencé à s'écouler comme une cascade, et la flamme de sa vie vacillait, sur le point de s'éteindre. Pour une créature démoniaque, perdre son noyau est encore plus grave que de perdre son cœur. La lueur dans les yeux de Kimpeng s'est rapidement estompée, avant de disparaître complètement.
Le corps inerte de King Peng a piqué du nez et s'est écrasé violemment contre le flanc d'une montagne. Une seconde avant l'impact, j'ai quitté son corps. D'un bond, j'ai sauté sur l'un de mes chasseurs qui venait de me rattraper. Les chasseurs se sont assemblés et, quelques secondes plus tard, ils ont reformé le porte-avions biologique volant. J'ai pris des deux mains les noyaux que Banshan Dilong et Kuanji Xing me tendaient respectueusement. Ces noyaux démoniaques de niveau seigneur. J'en possède déjà plusieurs. Je vais pouvoir en absorber une bonne quantité. J'ai pris les deux noyaux démoniaques que Banshan Dilong et Kuanji Xing me tendaient respectueusement. Avec ceci, je possède maintenant plusieurs noyaux démoniaques de niveau seigneur. Modèle. Je peux en dévorer une bonne partie. Mais avant ça, mon nouveau talent, le flux d'énergie nucléaire mobile, s'active. C'est une source d'énergie quasi illimitée. Dans la coque de mon vaisseau mère porte-avions, je façonne un par un les missiles supersoniques qui vont être tirés. Ce qui veut dire que je peux en lancer encore plus en même temps. Une salve de 100 tirs, c'est du passé. Maintenant, ma puissance de feu, c'est plusieurs centaines de missiles par salve. Plusieurs salves d'affilée, des milliers de missiles, s'élèvent du pont du vaisseau mère. À son apogée, la grande muraille tout entière abritait des milliers de créatures méca-mutantes de renseigneurs. Même si ce n'est que le début, il y a bien 100 ou 200 démons méca-mutants de renseigneurs. Les éliminer un par un serait bien trop inefficace. La course-poursuite de tout à l'heure avec mes proches a déjà fait suffisamment de bruit pour attirer l'attention d'innombrables créatures. Toutes les créatures de renseigneurs ou supérieures dans un rayon de 100 à 200 km peuvent sentir les fluctuations de mon aura, que j'ai délibérément amplifié et laissé fuiter. La curiosité est un instinct chez les êtres intelligents. Une fois qu'ils ont développé une certaine intelligence, même ces bêtes démoniaques n'y échappent pas. Elles ont inévitablement contracté ce vice qu'est la curiosité. D'après mes perceptions, sur cette section de la muraille de plusieurs centaines de kilomètres, à l'exception de quelques-uns, la grande majorité des autres seigneurs et bêtes méca-mutantes ont temporairement quitté les passes fortifiées qu'ils occupent. Un par un, soit ils se rapprochent, soit ils ont trouvé un sommet élevé pour observer la scène de loin. Ils ne savent pas qui se bat, mais ils cherchent tous le meilleur endroit pour profiter du spectacle. Et pour voir s'ils ne peuvent pas en tirer profit au passage. Mis à part les éliminer avec le pouvoir de Boyin sur la grande muraille de Yibang. Dévorer le dan et la chair des autres créatures méca-mutantes. C'est aussi un moyen d'évoluer rapidement. Tout comme Kuanji Xing. Lui, il a évolué en se basant sur le massacre. Vous êtes tous sortis, n'est-ce pas? Puisque vous êtes sortis, ça va être plus simple de s'occuper de vous. Des milliers de missiles de toutes sortes jaillissent du Zhongjuan du Enchaigne. Le vaisseau mère n'est pas une pure création technologique. Tant que l'énergie nucléaire tient le coup, ces obus aux fonctions variées. Grâce à la puissance transcendante qui les anime, je peux en créer à volonté. C'est alors que des dizaines, des centaines de missiles transcendants, filant à une vitesse hypersonique, s'abattent et explosent juste devant eux. C'est là qu'ils réalisent que le spectacle qu'ils observaient, ils en font partie. En moyenne, chaque démon méca-mutant reçoit une centaine de missiles hypersoniques. Même un colosse de la taille de Xuqin n'aurait aucune chance de survivre à un tel déluge d'explosions, alors que dire d'eux, dont les principaux atouts ne sont ni la vitalité, ni la défense. Parmi eux, il y a bien deux monstres à la lignée un peu spéciale, mais ça ne change pas grand-chose. Face à ces créatures de renseigneurs, j'ai de toute façon l'avantage absolu. Leur lignée est peut-être précieuse, mais ce n'est qu'un vestige. Ça ne changera rien à leur destin. Une dizaine de démons méca-mutants de renseigneurs sont anéantis quasiment au même instant. Tous, sauf un seigneur esprit méca-mutant dont le corps est celui d'un pangolin. Il s'est enfoui à toute vitesse dans les profondeurs du sol. Il a foncé encore plus profondément, et son talent défensif lui a permis de résister de justesse. Mais il est à l'agonie, quasiment incapable du moindre mouvement. Dans mon dos, une nuée de drones s'envole à nouveau pour récupérer les dents abandonnées par ses seigneurs et ses bêtes. Quant à moi, j'apparais directement devant ce pangolin mutant. Tu es bien courageux. D'un coup de pied, j'écrase la carapace du pangolin, déjà calcinée par les explosions. Sa carapace dorsale, déjà fissurée, s'est brisée sous quelques légères pressions. Et j'ai nonchalamment écrasé ce pangolin déjà gravement blessé pour l'achever. Ensuite, j'ai récupéré son noyau vital. J'en avais déjà accumulé un bon nombre. Je peux en dévorer une bonne partie. Les dizaines d'autres, ceux des nouvelles proies, sont encore là-bas. L'escadron de drones ne les a pas encore ramenés. Je saisis d'abord le noyau vital du dragon-terre brise-montagne. Un vortex dévorant apparaît dans ma main. Bien que les noyaux vitaux de niveau seigneur soient grands, aucun n'a atteint la taille de celui de Shukun. Il était aussi large qu'une meule. Celui-ci a la taille d'une tête de nourrisson.
Il est aspiré par le vortex noir, et ma puissance augmente de nouveau. Peu à peu, au milieu de mes cheveux argentés, 2 mèches dorées se sont mises à pousser au niveau de mes tempes. Sinueuses et torsadées, elles retombent comme des éclairs. On dirait aussi 2 cornes de dragon dorées. De faibles rugissements de dragon semblent m'encercler avant d'être absorbés par mon corps. Dragon-terre brise-montagne. J'ai réussi à obtenir de nouveaux attributs de talent. Force de Banchant niveau 7, puissance de la terre niveau 8, lignée draconique niveau 3. Wyrm terrestre niveau 5. À en juger par les attributs de talent du dragon-terre brise-montagne, on peut voir que la majeure partie de sa puissance vient pour moitié de son talent lié à la puissance de la terre, et l'autre moitié provient entièrement du soutien de sa lignée draconique. La lignée du clan des dragons n'est qu'au niveau 3 chez le dragon-terre brise-montagne. Sa lignée draconique est donc très diluée. Cela prouve également la puissance de la lignée draconique. Même à un niveau aussi bas, cet attribut de talent lui confère une force incroyable. Lorsque l'attribut de talent et lignée draconique est apparu en moi, toutes mes statistiques ont été améliorées, et ce, à la source même. Ce n'est pas une sorte de buff temporaire. J'ai serré le poing pour sentir ma propre force. Je ne peux m'empêcher de soupirer. Pas étonnant que plus tard, ces quelques dragons de niveau roi et suzerain, même face à des bêtes démoniaques si puissantes, étaient pratiquement les rois parmi les rois. Une amélioration de ce niveau, ça explique tout. J'ai fini d'absorber tous les attributs de talent du dragon-terre brise-montagne. Alors que je m'apprêtais à absorber le deuxième noyau, j'ai réalisé que ma transformation n'était pas encore terminée. Les 2 nouveaux attributs de talent que j'ai obtenus, lignée draconique et Wyrm terrestre, se sont mis à résonner avec mon attribut de talent originel, pilier de la nation. Les 3 attributs se sont mis à scintiller d'une intense lueur dorée sur mon arbre de talent. Dans ma perception, l'attribut pilier de la nation semblait être devenu la source des attributs lignée draconique et Wyrm terrestre. Une lignée, en temps normal, à moins d'une évolution spéciale, est innée. Il est absolument impossible qu'elle se renforce, ou qu'elle diminue. Et je ne suis pas né dragon. En tant qu'humain, même en obtenant une lignée draconique, ça ne devrait être qu'une amélioration unique. Une source sans racines. Mais maintenant, les choses semblent différentes. L'attribut de talent et pilier de la nation semble être lié à ces 2 attributs de la lignée draconique. Il résonne. La fortune de la nation. J'ai soudain compris. Le dragon-terre brise-montagne renforçait sa propre lignée draconique, en dévorant la fortune de la nation accumulée sur la grande muraille. Cela peut rendre la lignée plus pure. Dans ma perception, l'attribut pilier de la nation est comme un cœur, solidement connecté à la puissance du brise-montagne. Les 2 attributs de talent spéciaux du dragon de terre, liés à la lignée et à la race. Ces 2 attributs de talent ne sont plus des entités figées, impossibles à faire évoluer. Je regardais ces 2 attributs resplendir d'une lumière de plus en plus intense. Le niveau des attributs n'arrêtait pas de grimper, jusqu'à ce que leur apparence se transforme en un véritable dragon divin, dansant au sommet de l'arbre des talents. L'amélioration de la lignée du dragon s'est alors arrêtée. Le niveau de talent de la lignée du dragon a directement atteint le niveau stupéfiant de 10, tandis que l'autre attribut de talent a évolué directement de la sous-espèce dragon de terre niveau 5 à la véritable espèce dragon d'or protecteur de la nation niveau 10. L'attribut de talent et pilier de la nation est devenu lui-même le réceptacle et le cœur d'une immense fortune nationale. Tous ces attributs font partie de moi, ils n'ont besoin d'aucun processus de raffinage ou de transformation. La fortune nationale s'infuse continuellement dans mes attributs et ma lignée. À cet instant, les 2 mèches de cheveux dorés sur ma tête se sont dressées, formant au sommet de mon crâne une paire de cornes frontales scintillant d'un éclat doré. Mon corps est enveloppé d'une essence de nuages flottants, et ma respiration résonne faiblement du grondement du tonnerre. Mon corps est couvert de motifs de dragon, et je marche sur des nuages de bon augure. Une armure spirituelle éthérée apparaît et disparaît par intermittence à la surface de ma peau. Et entre mes épaules et ma colonne vertébrale, s'enroule une aile de dragon d'or. En un instant, j'ai ressenti un bien-être profond. L'ascension transcendante est une forme d'évolution de l'être. L'amélioration de la lignée est aussi une autre forme d'évolution de l'être. Lorsque la lignée du dragon a été purifiée au point de devenir l'essence même d'un vrai dragon, je me suis senti complètement différent. À cet instant, c'était comme si tout mon être s'envolait. C'était encore plus intense que le dernier frisson d'un homme. La lignée du dragon est déjà si puissante. Alors, la lignée du grand Roc Peng. L'apogée de la lignée du Peng est le grand Roc Peng aux ailes d'or. Son potentiel et son statut dans la mythologie sont du même calibre que ceux du clan des dragons. Si la lignée du dragon peut être purifiée par le pouvoir de la fortune nationale, alors celle du Roc Peng le peut aussi. Je prends le noyau du Roc Azur. Pour l'instant, ma lignée est uniquement celle du dragon. En y ajoutant la lignée du grand Roc Peng, est-ce que mon sang pur ne va pas redevenir impur? Pour une personne ordinaire,
entre des lignées de différentes espèces. Un conflit pourrait vraiment éclater, un phénomène où les deux lignées s'affronteraient pour la domination. Mais ma lignée ne vient pas de moi-même, elle provient des attributs de talent de mon corps. Et les attributs, en général, peuvent exister indépendamment les uns des autres. En théorie, l'attribut de la lignée du grand Rock-Peng ne devrait pas affecter celui de la lignée du dragon. Leurs attributs n'ont aucune similitude fondamentale. On peut même dire qu'en raison de leurs lignées différentes, c'est le jour et la nuit. Il ne devrait pas y avoir de fusion ou d'absorption mutuelle. Il n'y a jamais eu de conflit entre les attributs. En pensant à cela, j'ai directement sorti le noyau de bronze. L'instant d'après, le noyau a disparu dans un vortex dévorant, se décomposant en la plus pure des énergies. Noyau du roc azur dévoré. Nouvel attribut de talent obtenu, vitesse divine niveau 11. Maîtrise du vent niveau 8, lignée du Peng niveau 3, sous-espèce King Peng niveau 5. Une configuration de talent très similaire à celle du dragon de terre Banchant. Ce qui confirme que le King Peng et le dragon de terre Banchant sont à peu près du même niveau. Comme prévu, la créature ne m'a pas déçu. La lignée du King Peng m'a également apporté un nouveau pouvoir. Une paire d'ailes d'énergie azur s'est déployée dans mon dos. Leur apparence est très similaire à celle des ailes du grand roc King Peng. Sur mes mollets et ma nuque sont apparues plusieurs marques divines azur. Mon regard s'est aiguisé, et j'ai scruté l'horizon. Ma simple vue et ma précision visuelle avaient tout simplement doublé. Et cette paire d'ailes pourpres n'avait rien à envier à la puissance et à la vitesse d'un avion de chasse. Mais ce n'était que le début des changements. À peine l'absorption de la bande magnétique d'Agozong QI terminée, qu'ils ont recommencé à évoluer. Les ailes pourpres immatures que je venais d'obtenir se sont instantanément teintées d'or et de pourpre. Les marques divines sur mon corps et leur couleur cuivrée prenaient la même direction. La bande magnétique d'Agozong QI était comme un cœur qui ne s'arrêtait jamais, capable de déclencher la purification de 2 lignées de talent. Bien sûr, elle pouvait aussi en déclencher 4. Presque instantanément, la lignée Peng a évolué en lignée Peng niveau 10. La lignée de la sous-espèce du Peng doré a évolué en une toute nouvelle lignée de pur sang du vrai Peng doré niveau 10. Bien que je n'ai pas atteint directement l'état du grand Peng du clan Jin, la purification m'a tout de même permis de devenir un Peng doré de sang pur. Le sang de la lignée du Peng doré est également doré. Mais je sentais clairement 2 lignées différentes à l'intérieur de mon corps. Les 2 marques de talent de la lignée du Peng doré dansaient chacune de leur côté. Une image spectrale d'un oiseau Peng doré. Dagozong QI. Les 2 talents de la lignée du dragon sur la bande magnétique se répondaient à distance. L'amélioration de la lignée du dragon était plus complète, presque toutes mes statistiques ont été renforcées. Bien que ma force et ma défense n'aient pas beaucoup augmenté, ma vitesse, elle, a été démultipliée de façon stupéfiante. J'ai aussi gagné des capacités spéciales de pénétration et de brise-armure. Ma force ne semble pas avoir beaucoup augmenté. Mais en termes de puissance d'attaque, c'est peut-être encore plus redoutable que les statistiques de base offertes par la lignée du dragon. Encore plus redoutable. Après avoir absorbé les noyaux démoniaques de ce dragon et de ce Peng, ces 2 bêtes démoniaques de haut niveau, je sens que la puissance dans mon corps a atteint son paroxysme. Je suis sur le point d'être promu au niveau suzerain. Je sentais que mon corps avait atteint un point critique. L'instant d'après, un faisceau de lumière bleue s'est élevé de mon corps, et d'innombrables points lumineux ont convergé vers moi. Promotion au niveau suzerain réussie. Mais c'est toujours à ce moment-là que quelqu'un vient gâcher la fête. Qui ose m'épier de la sorte? J'ai senti que mon domaine de perception était violemment déchiré au nord. D'un coup, dans mon domaine de perception, une brèche, une zone vide, est apparue. Pour pouvoir déchirer et repousser un domaine, seul un domaine de même niveau le peut. Tant qu'on n'est pas au niveau suzerain, aussi puissant soit-on, on subit une pression. Celui qui défie ma perception doit être une créature de niveau suzerain. Plus tard, les suzerains seront nombreux, mais à l'heure actuelle, alors que cette ère de changement vient à peine de commencer, ils représentent l'élite absolue de ce monde. Les futurs prodiges de niveau roi qui parviennent à devenir des créatures de niveau suzerain à ce stade précoce, s'ils survivent, deviendront à 90% des surhommes de niveau roi. Celui qui vient de déchirer mon domaine de perception en est certainement un. Je n'étais même pas encore venu te chercher des noises. Que tu te jettes de toi-même dans la gueule du loup. Mon domaine de perception n'a été que partiellement déchiré. Ou plutôt, une partie a été repoussée et brouillée par le domaine de l'adversaire. Mais en suivant son domaine, je peux tout de même percevoir sa position. L'adversaire est très rapide et fonce droit sur moi. Le tigre à 6 ailes et queue fourchue était furieux. Il était en train de prendre du bon temps, avec une tigresse blanche à rayures dorées de sa meute. Putain, sentir le regard indiscret de quelqu'un d'autre à ce moment-là.
Comme si ces ébats étaient un spectacle pour les autres. Le tigre à 6 ailes et queue fourchue pouvait le sentir. Cette force était en réalité un domaine de type reconnaissance. Posséder un domaine signifie qu'il doit s'agir d'une existence de même niveau que lui. Mais qu'importe, utiliser son propre domaine pour couvrir et espionner les autres est en soi un acte extrêmement offensant. Et encore plus la manière dont on m'espionnait. Ça m'a tellement surpris que je l'ai anéanti sur le champ. Qui pourrait tolérer ça? Surtout le tigre blanc sous mes pieds. Il affichait déjà une expression pleine de ressentiment. C'est la goutte d'eau qui fait rugir le tigre. De plus, bien que j'ai déchiré le domaine de l'adversaire, celui-ci ne s'est même pas rétracté. Était-ce une provocation envers mon autorité? Certainement pas. Un tigre ailé battait de ses 3 paires et demi d'ailes noires et blanches. La vitesse extrême qu'il déployait n'était en rien inférieure à celle d'un bronze. De niveau 11, elle était même un peu plus rapide. Il a foncé dans ma direction d'un air menaçant. Et autour de lui, se sont également étendus 2 domaines innés. Un cercle noir, le domaine de la corrosion, et un cercle blanc, le domaine du massacre. Le tigre ailé fixait intensément à ses côtés. Mon domaine de perception qui se faisait constamment repousser, tout en pensant. Le domaine de l'adversaire est de type soutien. Un type perception n'apporte pas grand-chose en puissance de combat. C'est la cible parfaite pour asseoir mon autorité. Le tigre ailé à 6 ailes venait tout juste d'atteindre le niveau suzerain, ce n'était pas une créature mutante née à ce niveau. Il ne s'était pas encore fait un nom. En voyant mon domaine de perception, il me considérait de toute évidence comme une proie facile. Le tigre ailé volait très vite. En réalité, il s'était déjà un peu calmé, mais plus il se calmait, plus il voulait faire de moi un exemple pour asseoir sa renommée. Le tigre ailé contrôlait ces 2 domaines, les étendant vers l'extérieur. Très violemment, il a repoussé mon domaine de perception, puis, au centre de celui-ci, il a déployé ses 2 propres domaines. Une collision de domaines. C'est une épreuve de force préliminaire classique entre suzerains, et aussi une méthode courante pour s'emparer de l'avantage au combat. Plus le domaine est puissant et de haut niveau, plus l'avantage est grand, naturellement. Un domaine, c'est comme un terrain d'avantage personnel et mobile. Dans la collision, celui dont le domaine est le plus solide et occupe le plus d'espace bénéficie naturellement d'un avantage plus grand. Et, toi, là-bas, tu ferais mieux de te rendre à moi directement. Je pourrais alors passer l'éponge sur ton espionnage offensant. Ayant facilement déchiré mon domaine de perception, le cœur du tigre ailé à 6 ailes s'emplit d'arrogance. Il a eu l'idée de me soumettre. Toi, une créature surnaturelle dont la capacité principale est la perception et le soutien. Tu n'as aucune capacité de combat. Même en évoluant au niveau suzerain, tu ne seras que le plus faible d'entre tous. Pourquoi ne pas me suivre et me seconder? Bâtissons un empire ensemble. Prête-moi main forte, et je t'offrirai ma protection. Que dirais-tu de me servir? Le tigre ailé à 6 ailes de niveau suzerain parlait le langage humain à plus de 100 km de distance. Me dit-il d'une voix retentissante. L'ascension au niveau suzerain, en plus d'une évolution de la force et du niveau de vie, s'accompagne de l'éveil de l'intelligence et de la pensée. L'intelligence de ce tigre ailé n'était déjà en rien différente de celle d'un humain. Il était même un peu plus intelligent que l'humain moyen. Depuis qu'il était devenu une créature de niveau suzerain, il avait cessé de tuer et de dévorer sans distinction les créatures d'un niveau inférieur au sien. Il avait plutôt choisi de soumettre et de bâtir sa propre faction. Sous ses ordres, il y avait déjà plusieurs démons de niveau seigneur, y compris ce tigre blanc. Dans l'esprit du tigre chichi à 6 ailes, les notions de pouvoir et de territoire avaient germé. Et maintenant, il avait jeté son dévolu sur moi. Le tigre chichi à 6 ailes prétendait vouloir me soumettre. Mais ses gestes ne montraient aucune retenue. Le tigre chichi n'arrêtait pas de faire étalage de sa force, poussant des rugissements. Ses 6 ailes vibraient et tremblaient sans cesse. En même temps, le tigre chichi à 6 ailes était très curieux. Quel genre de race démoniaque pouvait bien, à ce stade, faire évoluer un domaine auxiliaire de type perception jusqu'au niveau suzerain? À l'heure actuelle, ce qui n'était pas fait pour le combat n'aurait pas dû pouvoir évoluer autant. Le tigre chichi à 6 ailes voulait voir de quelle race j'étais. La centaine de kilomètres restants fut parcourue en un rien de temps. Au niveau suzerain, avec une vitesse plus de 10 fois supérieure, une centaine de kilomètres, c'est l'affaire d'environ 30 secondes. Je n'ai même pas eu le temps de bouger. Au contraire, j'étais presque content qu'une autre créature de niveau suzerain vienne à moi de son plein gré. Lorsqu'il m'a aperçu à quelques dizaines de kilomètres, le tigre chichi à 6 ailes a écarquillé les yeux. Un humain? Comment est-ce possible? C'était sa première pensée. Il a été tellement surpris que la trajectoire de ses ailes en est devenue chaotique. Le tigre chichi à 6 ailes a eu une envie de faire demi-tour.
de s'enfuir à toutes jambes. Le souvenir de la peur d'être conquis et dominé par ces terrifiants bipèdes lui est soudainement remonté à la gorge. Mais l'instant d'après, il a rugi de fureur, sortant de sa stupeur soudaine. La peur qu'il venait de ressentir l'a rempli de honte et de colère. Il était maintenant une créature de niveau suzerain. Pourquoi aurait-il peur d'un simple petit humain? Les fusils et les fouets des humains ne pouvaient plus lui faire de mal. Le tigre Chichi à 6 ailes a rugi dans ma direction. Même si c'était incroyable qu'un humain ait pu atteindre le niveau suzerain en si peu de temps. C'était tout de même un humain. N'était-ce pas parfait? Un humain pour lui obéir. Le ton du tigre Chichi à 6 ailes était hautain. Il m'ordonnait presque de me soumettre. Le tigre Chichi à 6 ailes ressentait une jubilation secrète. Mon identité humaine lui procurait un sentiment de vengeance jouissif. Avoir un humain de niveau suzerain comme serviteur. Quoi de plus grisant au monde? Le tigre Chichi à 6 ailes se souvenait encore de tous les mauvais traitements qu'il avait subis au cirque. Dès que le cataclysme a eu lieu, la première chose qu'il a faite a été de dévorer son soigneur, puis de tuer tous les spectateurs du chapiteau. Ensuite, il s'est enfui de la ville. Il haïra à jamais ces humains qu'il avait traités comme un singe de foire. En entendant ces paroles, j'ai froncé les sourcils. Il cherche la mort. Moi qui voulais le prendre par surprise. Mais maintenant, ce tigre Chichi à 6 ailes m'énerve au plus haut point. Le domaine que j'avais rétracté s'est redéployé, cercle après cercle. En voyant sur moi un domaine apparaître à nouveau, l'arrogance du tigre Chichi à 6 ailes s'est un peu calmée. Un double domaine, autant que lui. Cependant, le tigre Chichi à 6 ailes n'a pas reculé. Ceux qui atteignent le niveau suzerain si tôt sont l'élite de leur rang. La plupart possèdent de puissantes capacités innées. À peine entré au niveau suzerain, posséder 2 domaines ou plus est un phénomène tout à fait normal. Pas de problème. L'un de ces domaines est de type perception, il n'augmente pas beaucoup sa puissance de combat. Je peux le battre, pensa le tigre Chichi. Mes 2 domaines sont de type offensif, et avec ma constitution de bête, j'ai l'avantage. Soumettre un humain comme ça n'en sera que plus gratifiant. Finalement, mon 3e domaine se déploya. Le tigre et les marqua un temps d'arrêt, un frisson lui parcourut l'échine. Mais ces 3 domaines étaient intacts. Ces 3 domaines étaient inutilisables pour le moment, complètement neutralisés. Je peux encore me battre, se rassurait le tigre ailé de 600 millions. Mais sa mâchoire était déjà serrée, et il ne mentionna plus jamais sa demande de soumission. Le tigre à 6 ailes se berçait d'illusions pour se rassurer. Ensuite, les quelques domaines qu'il me restait se déployèrent presque simultanément. Au moment où le regard du tigre à 6 ailes se remplit de terreur, sa queue, autrefois fièrement dressée, se plaqua presque instantanément entre ses pattes. Il tourna les talons et s'enfuit. La domination de ce terrifiant bipède. La brume de ses souvenirs enveloppa de nouveau son cœur en un instant. Putain, mais pourquoi, jura intérieurement le tigre à 6 ailes. Il n'osait même pas m'insulter en face. Le tigre à 6 ailes tenta d'étendre son domaine au maximum. Pour s'enfuir, mais il découvrit alors que ces 2 domaines ne parvenaient pas à se déployer. Ils étaient neutralisés par les domaines environnants. Que se passait-il? Le tigre à 6 ailes jeta un œil derrière lui. Le déploiement d'un domaine prend un peu de temps. Mais quelques domaines ne l'avaient pas encore entièrement recouvert. Qu'est-ce qui pouvait bien restreindre les siens? Le tigre ailé de 600 millions balaya les environs du regard. C'était le domaine de perception. Comment est-ce possible? S'étonna le tigre ailé de 600 millions. Un domaine de perception, qui n'est qu'un domaine de soutien, devrait être si fragile. Comment peut-il contenir son double domaine? Pourtant, son double domaine voyait bel et bien sa portée se réduire constamment. Un domaine de perception de niveau 2 n'a jamais été aussi faible. S'il a été si facilement anéanti auparavant, c'était en partie parce que j'avais étendu la portée du domaine de perception. Bien trop loin, jusqu'à un rayon de 1000 km. Même si ce domaine est puissant à la base, une fois étendu à ce point, son intensité moyenne s'en trouve affaiblie. Mais lorsque je réduis la portée du domaine de perception, son intensité monte en flèche. À cet instant, le tigre à 6 ailes avait même l'impression de se noyer. Et c'est avec ça qu'il voulait me soumettre, pensais-je avec un certain dédain. Les 10 autres domaines s'entrecroisèrent dans le ciel, recouvrant également le tigre à 6 ailes. Sa vitesse de fuite chuta brutalement, pour n'atteindre plus que 20 à 30% de sa vitesse initiale. Sous l'effet du domaine spatial, j'ai directement privé le tigre ailé de 600 millions de sa capacité à voler. Le tigre ailé de 600 millions avait beau battre désespérément ses 3 paires d'ailes. Elle ne parvenait plus à lui fournir la moindre portance. Le tigre à 6 ailes, tel un boulet de canon, décrivit une parabole dans le ciel, et chuta de plusieurs milliers de mètres d'altitude pour s'écraser dans la nature sauvage. Le tigre à 6 ailes n'allait pas mourir de sa chute, mais il en ressortit complètement sonné. Puis,
un rugissement de dragon et un cri de phénix retentirent. Le tigre à 6 ailes sursauta et, malgré son étourdissement, se releva du nuage de poussière. Il regarda autour de lui. Le rugissement du dragon. Le cri du phénix. Y avait-il d'autres bêtes démoniaques de niveau suzerain dans les parages? Une lueur d'anxiété traversa le regard du tigre ailé de 600 millions. Où êtes-vous? Au secours! Au secours! Le tigre ailé de 600 millions, ravalant sa fierté, se mit à hurler à l'aide. Jusqu'à ce que ses propres cris s'éteignent, ses appels au secours restant coincés dans sa gorge. Même avec son esprit confus, il finit par sentir d'où provenaient ces deux auras de lignée sanguine. La source, c'était moi. Mon corps était enveloppé par pas moins de 4 domaines liés à la lignée sanguine. Un vrai dragon et un grand roc. Pas un simple tigre ailé. J'ai l'impression que mon intelligence ne suffit plus. Un simple humain. Comment sa lignée peut-elle être plus pure que la mienne, moi qui suis un démon? En tant que démon, je suis bien plus sensible aux lignées. Un vrai dragon de sang pur. Un grand roc de sang pur. Il a évolué jusqu'au stade de suzerain. Et pourtant, il est encore à des années-lumière du sang pur. C'est lui le démon, ou c'est moi? Et puis, comment a-t-il fait? Comment un seul corps peut-il abriter 2 lignées de sang pur en même temps? Le tigre à 6 ailes était complètement perdu. Ma silhouette n'était plus qu'une image rémanente quand mon pied s'est abattu sur le crâne du tigre à 6 ailes. Boum! Le corps du tigre à 6 ailes s'est retrouvé directement encastré dans le sol. Le tigre à 6 ailes sentit le monde entier vaciller, puis tout est devenu noir. Quand il rouvrit les yeux, il sentit son corps incroyablement léger, comme si une corde le tirait en arrière, le faisant flotter. Son corps était étrangement détendu. L'instant d'après, les yeux du tigre à 6 ailes s'ouvrirent brusquement. Une force colossale déferla dans son dos. J'avais utilisé la capacité mutante du pangolin pour m'enfouir dans la terre et je l'avais suivi sous le sol. Un autre coup de pied, venu d'en dessous, le projeta à nouveau en l'air. Crac! Le tigre à 6 ailes entendit le bruit de ses propres ailes qui se brisaient. Des morceaux d'organes et des flots de sang s'échappèrent de sa gueule. Le goût métallique du sang envahit sa bouche. Ce n'est qu'à ce moment-là que le tigre à 6 ailes réalisa qu'il souffrait de graves blessures internes. 2 coups de pied. Juste 2 coups de pied. Même s'il n'avait pas été tué sur le coup, en l'espace de quelques secondes, le tigre à 6 ailes avait frôlé la mort à 2 reprises. Il voulut déployer son propre domaine pour se défendre, mais avec la pression de 11 domaines qui pesaient sur lui. Le sien était tellement écrasé qu'il ne pouvait même pas se manifester. 11 domaines superposés. C'est terrifiant. De nouveau projeté dans les airs depuis le sol, j'ai tendu la main comme pour attraper un gros chat et j'ai empoigné le tigre à 6 ailes par la nuque. Un homme d'1,80 m agrippant un tigre féroce de 5 ou 6 mètres de haut et plus de 10 mètres de long. La scène avait quelque chose de comique. Mais le tigre à 6 ailes était à cet instant comme un chaton obéissant, n'osant pas bouger d'un poil. Ma correction a réveillé chez le tigre à 6 ailes le souvenir de sa soumission aux humains, à l'époque du cirque. Ne me tue pas. Je peux devenir ta monture.